Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Adrien, bonsoir Emmanuel et bonsoir au chat que je suis très contente de retrouver après une semaine de pause. On se retrouve ce soir du coup avec Emmanuelle Lavignac qui est militante syndicale et secrétaire nationale de l'UJIC CGT. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir à toutes et tous. Et on se retrouve aussi avec Adrien Borto, qui est militant communiste et adjoint au maire du 19e arrondissement de Paris. Salut Adrien. Salut Anaïs, bonsoir le chat, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien tous les deux. Évidemment, ce soir, on se retrouve pour discuter d'enjeux qui sont ceux du travail, du sens du travail, du temps qu'on consacre au travail et qu'on consacre au reste des activités de la vie, à l'émancipation et aussi aux luttes des ouvrières textiles au Bangladesh. Donc c'est des sujets qui changent peut-être un petit peu par rapport aux sujets dont on a l'habitude de parler en ce moment, avec ce qui se passe notamment en Palestine, mais aussi en France. Là, le week-end dernier, depuis quelques jours, on parle beaucoup de l'extrême droite, des groupuscules néo-nazis qui manifestent dans les rues et qui font comme si ils étaient légitimes à pouvoir propager leur haine et leurs revendications euh, haineuses. On va parler d'un sujet un peu plus, un peu moins lourd ce soir parce qu'on va parler d'espoir. Et donc, bien sûr, même si évidemment on espère que toutes ces problématiques vont aller vers le mieux. Mais voilà, du coup, je vous laisse peut-être vous présenter Emmanuel et Adrien. Emmanuel, d'abord, bonjour et peut-être que tu peux te présenter au chat qui te rencontre peut-être pour la première fois, même si ça fait très longtemps que tu milites. Oui, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir au chat. Je pense qu'effectivement, c'est la première fois que les gens me voient. Donc moi, en fait, je suis militante syndicaliste CGT. Je fais partie du secrétariat national de l'UGIC CGT. l'UGIC CGT, c'est l'organisation Union Générale des ingénieurs cadres, techniciens, agents de maîtrise, donc l'organisation qui s'occupe de ces professions-là, de cette catégorie professionnelle-là, pour les amener à s'organiser et à pouvoir militer dans le cadre de la CGT. À la base, je travaille, je viens de la Fédération des sociétés d'études parce que mon employeur était l'Institut de sondage Ipsos. Donc, je travaillais pour Ipsos, j'étais déléguée syndicale et secrétaire de CSE, etc. Donc, mon parcours militant, il vient du privé, il vient de ce secteur-là. Aujourd'hui, donc, je travaille pour l'UGIC et je fais aussi partie du collectif Femmes Mixité Confédérale, donc, qui s'occupe aussi des questions de droits des femmes et d'égalité professionnelle à la CGT. Ok, et on pourra sûrement parler de ces problématiques-là au fil de la discussion. Adrien, du coup, peut-être que tu peux aussi te présenter et aussi nous parler de l'heureux événement qui a bouleversé ta vie ces derniers jours et qui fait que tu vas peut-être devoir t'absenter, donc ça a peut-être aussi sa place dans la discussion. Oui, dans ma manière de me présenter, c'est remonté puisque je suis tout jeune papa depuis quelques jours, voilà. Donc c'est ma Yes. première sortie entre guillemets politique à nos révolutions. Sinon, dans la vie, je suis, tu l'as dit, élu du 19e arrondissement, responsable politique du Parti communiste dans le 19e arrondissement. Euh, et je travaille dans la fonction publique territoriale pour d'autres aventures. Et à nos révolutions, je travaille principalement sur les questions d'écologie avec Anaïs. On essaye d'animer un petit groupe qui doit reprendre un peu du poil de la bête. Mais voilà. Et je travaille sur divers sujets, dont celui dont on va parler ce soir. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai rencontré le Bangladesh. Tout à fait. Et du coup, moi, peut-être aussi pour me présenter, je suis une militante communiste et membre aussi de nos révolutions. Et pour, du coup, expliquer un peu ce dont il s'agit d'un média militant, d'un média communiste et participatif qui a pour objectif de faire vivre et de mettre en débat les idées communistes
le plus largement possible. On essaye de le faire via notre site internet, aussi grâce à ces émissions Twitch. Voilà, on a aussi une veille d'actualité hebdomadaire à laquelle il est possible de s'abonner pour non seulement avoir accès à nos dernières actualités, mais aussi à une sélection de l'actualité de la presse nationale, internationale, des institutions, etc., etc. Donc voilà, on essaye de faire ça du mieux qu'on peut et on essaye surtout que ça vous est utile. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours comme vous le voulez et aussi à participer si vous en avez envie parce que c'est possible pour n'importe qui d'écrire ou de participer au travail de nos révolutions. Voilà, du coup, sans nous attarder davantage sur cette introduction très sympathique, mais qui a suffisamment duré, je vous propose de passer à la première partie de cet entretien, durant laquelle on va discuter du dernier article publié du coup par Adrien pour nos révolutions. C'est un article qui s'appelle « Salaire minimum au Bangladesh, la mode éthique en grève, la France en sourdine ». Adrien, avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu as écrit cet article et de quoi il parle ? Alors oui, puis ça va donner un peu les coulisses de comment on fonctionne, parce que je pense que c'est intéressant. Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur un tout autre sujet sur un sujet connexe, qui est la fast fashion et le géant chinois de la fast fashion qui s'appelle Shein, qui faisait un défilé pour la première fois à Paris pendant la Fashion Week. Donc j'ai trouvé ça assez saisissant qu'ils prennent une place comme ça dans cette ville, dans la ville de la mode, et que ça voulait dire quelque chose. Donc en cherchant, en lisant beaucoup de choses, j'ai écrit un article qui montrait à la fois comment tout ça vient percuter le modèle de production des enseignes classiques françaises, comment d'un point de vue écologique c'est un désastre et ça a des grandes implications aux quatre coins du monde. Et c'est à cette occasion que j'ai croisé le Bangladesh. Et il y a quelques semaines, Manel, qui travaille avec nous au pôle rédaction de nos révolutions, m'a sollicité en disant « Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe ? On voit arriver des nouvelles sur une grève au Bangladesh, une grève très importante, et donc on aimerait bien avoir un article, une brève sur le sujet. » Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à cette question. Ça a fleuri dans pas mal de médias militants au même moment. Je pense que beaucoup de gens ont regardé ce qui était en train de se passer parce que le sous-continent indien est un lieu majeur, je vais le dire comme ça avec mes mots, mais majeur de la lutte des classes, où on a une situation d'extrême pauvreté, des ouvriers et surtout des ouvrières qui sont surexploités pour nous donner des vêtements de plus ou moins bonne qualité. Et toutes les grandes marques utilisent ces grandes usines, ces grandes confections au Bangladesh. Ça a été mis dans l'actualité il y a une dizaine d'années avec le Rana Plaza, son effondrement et son incendie qui avait fait des centaines de morts. Et là, ça revient, mais ça revient sous le coup d'un grand mouvement social qui ressemble aussi aux mouvements sociaux qu'on voit ailleurs en Inde ou dans ces pays du continent indien, et qui vient nous interroger directement. Donc voilà pourquoi j'ai écrit cet article et dans quel cadre. Donc c'est vraiment, j'allais dire, un article de commande. On s'est dit que c'était important d'y travailler et d'en donner une lecture et de traiter ce sujet voilà, parce que ça questionne des choses sur la manière de consommer, la manière de produire, sur aussi la responsabilité individuelle de ceux qui achètent. Voilà, je pense que c'était important. Et donc après, on se plonge dans le Bangladesh qui est saisissante par la violence qui s'y fait jour, à la fois dans les usines, mais aussi dans les rapports sociaux, dans la manière dont ce pays a choisi un modèle de développement qui est centré sur le textile
et ça a des implications sociales très fortes, et ça implique aussi une gestion autoritaire des conflits. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se déploient là derrière. Mais tu évoques notamment une situation assez, de répression très violente dans ton article. Oui, alors au moment où j'ai rédigé l'article, parce que les choses ont évolué depuis, la situation, elle était vraiment très préoccupante. Elle l'est encore plus aujourd'hui d'ailleurs. On a des centrales syndicales qui sont pas qui sont pas très fortes au Bangladesh, ou plutôt c'est des salariés qui s'organisent usine par usine. Donc il y a à la fois des manières classiques de casser la grève, il y a des violences physiques de la part des policiers sur les manifestants, il y a des emprisonnements, il y a eu des morts, notamment plusieurs femmes qui sont mortes dans ces mouvements. Et il y a la volonté de l'État du Bangladesh de maintenir cette domination et de faire que les usines continuent à tourner, parce que c'est très important pour eux que les commandes continuent à être honorées, parce que c'est des métiers qui sont très facilement délocalisables encore ailleurs. Donc il y a une sorte de pression pour maintenir les fabriques en place, et surtout qu'on apprend aussi que le pouvoir politique au Bangladesh est très fortement lié au, au pouvoir économique, et qu'en fait plus d'un tiers des députés du Parlement sont des propriétaires d'usines. Donc voilà, il y a ces intrications-là qui font que la répression y est très féroce, mais c'est aussi parce que les concentrations ouvrières sont très importantes dans un pays où après l'exode rural se sont massés un prolétariat dans la banlieue de Raqqa, dans des grands centres industriels, et donc c'est aussi ce qui crée ces foyers de contestation et ces foyers de répression très très forts. Ça ressemble énormément à l'Angleterre du 19e siècle, ce qu'on raconte, mais c'est actuel, c'est aujourd'hui, et c'est ce qui nous permet à toutes et à tous de nous vêtir. Donc c'est important de l'avoir en tête. Tu parles d'une forte pression de la bourgeoisie nationale, mais aussi du coup d'une forte pression de la bourgeoisie internationale. Dans ton article, à la fin, tu précises que la voix de la France est absente de cette situation. Pourquoi tu penses que c'est important Bon, déjà, à ton avis, pourquoi c'est le cas? Pourquoi la France se fait silencieuse sur cette question? Et pourquoi, à ton avis, c'est important de diffuser les luttes de ces ouvrières? C'est important parce que la France a conclu un partenariat stratégique à la rentrée avec le Bangladesh, qui est un partenariat d'abord militaire, qui vise à renforcer la présence française dans le sous-continent indien, et à avoir un pied dans l'océan Indien encore plus fort. C'est un pari de la France, et ça se fait sans évoquer les situations de droits de l'homme, ça se fait sans avoir un mot pour celles et ceux qui produisent en fait pour nous toute une partie des vêtements qu'on porte. Et c'est important parce que on dit souvent que la France est en déclin, mais c'est pas une puissance mineure dans le jeu des nations quand on parle de pays comme le Bangladesh. C'est un grand acheteur, un grand bailleur de fonds, c'est aussi un monstre de la mode, avec des grandes marques qui commandent notamment à ces usines. Donc c'est pour ça que la France a une voix particulière à faire valoir. Et l'Europe a également une voix particulière, et là-dedans la France peut aussi agir. C'est-à-dire que les produits du Bangladesh et les vêtements rentrent sans aucune norme sociale aujourd'hui sur le marché européen. Et c'est à ce niveau-là qu'il est possible d'agir. Il est possible de freiner l'arrivée de ces produits. On va bientôt rentrer dans les élections européennes, et c'est un sujet, la manière dont on peut faire transiter des marchandises sans en payer le coût social, parce que tout ce qu'on achète et tout ce qu'on possède a forcément un coût social, et ce coût social, voilà, la France a des moyens pour dire stop et pour dire qu'on peut faire autrement. Ok. D'abord, je vais réagir à l'écran noir d'Emmanuel. Emmanuel, est-ce que c'est parce que moi, je te vois
Pour moi, t'es pas déconnecté. Est-ce que tu peux... Oui, je suis là. Ok, d'accord. Mais T'as comme juste coupé ta j'ai un caméra. petit problème de bande passante, des fois j'enlève Ouais. la visio Ok. parce que ça commençait un petit peu À sauter. je vais la Ok. remettre. Ok, je la Ok. remets. Ok, super. Bon, et en tout cas, je saurais que c'est normal et je referai plus cette petite interruption technique. Oui, Mais du coup, oui. Quand je c'est moi, voulais... oui, je pense que c'est normal. Si je suis figée totalement, je sais pas. Ok. Du coup, je voulais te demander, je voulais te poser une question par Oui, rapport à ce que vient de dire Adrien. Comme oui. le dit, y compris Hugo Kako dans le chat, qui dit la vitalité sociale du sous-continent indien est effectivement impressionnante. La grève générale indienne de 2020-2021 a été la plus massive de l'histoire de l'humanité. Quel est ton regard comme syndicaliste et comme y compris responsable syndical sur la vitalité de ces luttes qu'on connaît dans le sous-continent indien et du coup là en particulier au Bangladesh? Alors en fait, bon, déjà je vais revenir sur ce qu'a dit Adrien. Vas-y, vas-y. On est effectivement doublement concerné puisque tout ce qui se fait là-bas, le textile, effectivement, est fait pour que des habits que nous portons ici tous les jours, puisque l'industrie textile qui était autrefois en Europe a été massivement externalisée dans tous ces pays, tout simplement pour avoir déjà des, une main-d'œuvre moins chère. Donc, oui, on est tout à fait responsable et éthiquement, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe là-bas. Je sais que quand il y avait eu le drame de Rana Plaza au niveau de la CGT, déjà il y avait eu, avec la fédération du textile ici, une solidarité envers les travailleuses du Bangladesh. Donc, nous, au niveau de la CGT, on est effectivement de toute façon très à l'écoute de ce qui se passe, puisque déjà notre syndicat, comme vous le savez, il a une vocation internationaliste et l'internationalisation des luttes, c'est bien sûr dans notre ADN. Donc, par rapport à ta question, oui, c'est très très important. Ça ressemble effectivement aux luttes qu'il y avait dans le mouvement prolétaire anglais au 19e siècle. Ça nous rappelle beaucoup de choses à ce niveau-là. Et ça nous interpelle. Bien sûr, on n'est pas sur le même mode d'opération et on n'a pas, nous, aujourd'hui, malheureusement, le mouvement massif d'un prolétariat qui ferait grève. Et on l'a bien vu d'ailleurs la dernière mobilisation des retraites qui a été massive au niveau des manifestations, mais au niveau de grève, très, très peu. Donc, en fait, ce n'est pas le même type de salariat, ce n'est pas le même type de relation au travail. Ici, le monde du travail industriel s'est effondré. Les usines, avec un salarié, on va dire, captif, qui pouvait prendre la main sur les moyens de production et une fois faire grève pour faire vraiment peser dans le rapport de force par rapport au capital, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui chez nous, très, très paradoxalement par rapport à des pays comme là-bas, où là-bas, il va y avoir une répression féroce, bien pire qu'ici, mais par contre, la possibilité de tenir et de bloquer la production en faisant grève parce que massivement, il y a encore des ouvrières et des ouvriers sur le terrain qui peuvent, s'ils arrêtent de travailler, couper la production et le profit du capital. Donc en fait, on est sur un mode d'action qu'on a connu, qu'on a du mal nous à refaire, mais en tout cas, il y a toute notre solidarité envers ces travailleurs et ces travailleuses majoritairement d'ailleurs. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, en tout cas c'est une réflexion que ça m'évoque. C'est peut-être aussi parce qu'en fait au Bangladesh, le secteur du textile est central dans l'économie du pays. C'est ça. Et pour nous, les secteurs de l'économie qui sont centraux sont beaucoup plus... on pense par exemple aux centrales logistiques d'Amazon, etc., qui sont organisées d'une manière où c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser, de faire des grands mouvements de grève, etc. Et toutes les autres industries plus traditionnelles, entre guillemets, où il était plus aisé, entre guillemets, de se syndiquer, de faire groupe et de faire collectif, sont délocalisées ou alors organisées autrement, en tout cas, d'une manière où il est moins facile, en tout cas, de s'organiser. Je sais pas c'était une réflexion que j'avais, je sais pas ce que t'en penses. En fait, tu viens exactement de traduire ce que j'étais en train de dire, mais comme quoi je ne dois pas être très claire. Désolée. Parce que c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comparer vraiment, mais moi, la réflexion, parce que ta question, c'était qu'est-ce que ça évoque ici, en dehors du soutien et en dehors de la solidarité et presque de l'admiration, parce qu'il faut avoir du courage pour se mettre en grève dans des pays comme ça où vous avez une répression policière qui tue les gens tout simplement. Il y a aussi que pour répliquer ce genre de mouvement massif, on en a eu par le passé
aussi parce qu'on avait un prolétariat, comme tu viens de le dire, qui était là, qui était, quand je dis captif, c'est simplement, on avait des usines avec des milliers de salariés, on avait une industrie, et lorsque les salariés se mettaient en grève, ça bloquait vraiment la production. Aujourd'hui, on a une grande partie de notre industrie qui a été délocalisée. On a une industrie de services qui s'est énormément développée. Et là, ça devient plus compliqué dans le service de bloquer vraiment la production pour que nos grèves aient un impact aussi fort qu'il y en avait autrefois et que ce qui peut se passer dans un pays comme ça, comme au Bangladesh. Donc oui, du coup, ça fait des formes de combat qui sont pas... Le but est le même. Ici aussi, on essaye de faire des grèves, mais on a beaucoup plus de mal à monter le rapport de force que dans un pays comme ça. Alors que paradoxalement, nous sommes un pays riche, avec une information qui se diffuse et une conscience normalement politique et syndicale et même de notre travail qui devrait être beaucoup plus importante que dans un pays comme ça, sans vouloir être méprisante. Un pays où l'accès à l'école déjà est beaucoup plus compliqué, et à l'information aussi, des pays qui ne sont pas des démocraties. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, nous, bien qu'étant suréduqués, bien que connaissant bien les enjeux du rapport avec le capital, eh ben, on a du mal à faire des grèves, et aussi parce que la structure, comment c'est structuré le capitalisme aujourd'hui, a été bouleversée, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à avoir un rapport de force efficace. Et je voulais aussi rebondir sur un dernier truc avant de de revenir vers toi, Adrien. Mais Emmanuel, il y a quand même une mobilisation assez formidable des ouvrières de Verbaudet dernièrement. Et du coup, je pensais à ça parce que il y a eu un appel du syndicat textile bengalais qui sollicite le soutien des travailleurs français. Et il y a eu une grosse mobilisation, notamment avec la CGT des ouvrières de Verbaudet. Et bon, il y a quand même eu une mobilisation importante. Qu'est-ce que ça t'évoque aussi par rapport... Enfin voilà, parce qu'il y a quand même des luttes qui sont similaires, oui, entre guillemets, mais qui n'ont pas du tout les mêmes, la même envergure ni la même importance en termes de centralité dans la production française. Mais bref, je te laisse. Ben, c'est ça. En fait, dans ta question, il y a la réponse. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas du tout de lutte chez nous. Il y a beaucoup de luttes dans les entreprises, des grèves, des petites grèves, mais l'effet massif, comme on peut le voir dans le continent indien, dans le sous-continent indien, on l'a beaucoup moins parce que justement nos grèves et l'outil de production est beaucoup plus éclaté. Mais oui, Verbaudet, ça a fonctionné. Et je répète, il y a d'autres mouvements de grève qui fonctionnent, heureusement. Mais comme tu le dis, c'est moins central et moins important que ce qui peut se passer au Bangladesh ou en Inde. Et Adrien, je voulais rebondir sur la fin de ton article où tu parles des élections générales qui auront lieu en janvier 2024, pardon, à la fin de ton article. Est-ce que tu as pu regarder comment ça s'annonce ou t'as pas... Je te pose la question parce que ça m'intéresse beaucoup et tu as peut-être regardé. Si, oui, bien sûr, j'ai regardé. En fait, la situation a empiré depuis la sortie de cet article. Hier, Human Rights Watch a sorti un communiqué sur la situation au Bangladesh. Elle est extrêmement préoccupante parce que plus de 10 000 membres de l'opposition ont été emprisonnés ces 15 derniers jours. 10 000, enfin, c'est gigantesque. Le ministre de l'Intérieur du Bangladesh a déclaré que leur prison pouvait contenir 42 000 personnes et qu'ils seraient prêts à enfermer 90 000 personnes pour faire taire l'opposition, qu'ils considèrent comme étant responsables des grèves générales et de la situation dans le pays. Donc les élections qui vont se dérouler, elles vont se dérouler dans un contexte où quand on est dirigeant local ou national d'un parti, soi-même et sa famille souvent seront mis en prison. L'objectif est qu'il n'y ait plus aucune opposition politique, à savoir que c'est un contexte politique un peu particulier, le Bangladesh, où c'est une coalition de gauche, je le mets avec des grandes guillemets, au pouvoir.
les élections de janvier seront sûrement une mascarade, enfin ça n'a d'élection que le nom, pour reconduire un pouvoir en place toujours plus autoritaire. Donc non, il n'y a pas grand-chose à attendre de là. C'est autre chose, la mobilisation par la rue, parce qu'effectivement, dans ces grands centres industriels et dans ces grandes concentrations ouvrières, c'est la lutte qui permet d'acquérir, de faire gagner en salaire. Enfin voilà, c'est ça qui est au cœur de la dynamique. La dynamique politique, elle est aujourd'hui complètement de côté tant qu'on est, tant qu'il y a des États complices de ce qui va de plus en plus vers une dictature. Le Bangladesh a été un modèle pendant des années, mais depuis 15-20 ans, depuis 10-15 ans plutôt, son système a complètement périclité. Il s'est raidi sur des tensions issues de son indépendance. Et aujourd'hui, on peut pas le comprendre comme nous on verrait. Il y a des grandes grèves, donc du coup, est-ce que la prochaine élection va apporter quelque chose? Est-ce que ça va soulever un espoir? C'est pas du tout là-dedans. Hein. C'est d'autres rapports de force qui se jouent dans un pays aussi qui est très très divisé entre ville et campagne. Je vous l'ai dit, je me suis d'abord intéressé à la situation du Bangladesh en rapport aux questions environnementales, mais les campagnes du Bangladesh ça fait partie des pays du monde qui sont le plus soumis au changement climatique. Et donc ça non plus n'a pas de rapport avec le vote qui aura lieu en janvier. Et pourtant, il y a aussi des luttes dans les campagnes sur le droit à la terre, sur la manière dont aujourd'hui il y a des inondations terribles régulièrement. Enfin voilà, je pense que la perspective politique, elle n'est pas là. Elle est d'abord une perspective de lutte pour gagner, pour arracher des victoires qui permettront après d'installer une démocratie un peu plus fonctionnelle. Et à ce titre, Emmanuel, comment la solidarité internationale pourrait aider ces luttes, leur apporter du poids, du souffle? Déjà, chaque syndicat, enfin en tout cas la CGT, hein, donc on est ici, on a un pôle international en fait qui est concrètement, on met en place des actions, des campagnes pour aider des syndicats, que ce soit au Bangladesh, mais pas évidemment pas seulement. Par exemple en Ukraine, hein, on a mis en place des réseaux en intersyndical avec d'autres organisations syndicales, des réseaux de soutien aux luttes pour les syndicats sur place. Donc, en général, on fait des campagnes ça peut être d'amener des médicaments, amener des vivres, un soutien aussi politique au niveau, parce qu'on porte une voix internationale importante au niveau des organisations syndicales mondiales. Donc, ça fait partie de nos fonctions de soutenir les luttes partout dans le pays, partout sur la planète, partout où on peut. Donc oui, il y a un vrai soutien de la CGT de toutes ces luttes-là. J'ai deux questions de Hugo Caco, qui est très inspiré par nos discussions, merci Hugo, qui nous dit, alors je ne sais pas si vous aurez forcément la réponse, hein, mais en tout cas je me fais le relais de ces questions. Vous parliez d'Amazon comme entreprise assez centrale dans les pays européens, les entrepôts, etc. Il a entendu parler d'une grève européenne lors du Black Friday. Et il demande si ça a eu lieu en France. Du coup, Emmanuel, je te vois hocher la tête, peut-être que tu pourras répondre. Et il y a aussi une question, il y a des liens qui sont faits entre ces luttes rurales et les luttes industrielles au Bangladesh. C'est peut-être plus pour toi, Adrien, si tu sais. Voilà. Emmanuel, peut-être. Alors, en ce qui concerne Amazon, effectivement, il y a eu des appels à la grève, mais pas qu'en Europe, hein, donc aux États-Unis et un peu partout dans le monde, effectivement, un appel à débrayer. Il y a eu quelques débrayages en Angleterre notamment. En France, on n'a pas eu vraiment de retour sur voir si ça avait été suivi ou pas. Alors forcément, de toute façon, la direction d'Amazon va dire qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas d'impact. Il y a peut-être eu quand même quelques débrayages, mais pour l'instant, on n'a pas eu ce retour-là. Mais oui, je confirme que Amazon, en tout cas les syndicats qui sont implantés chez Amazon, en ce moment, ça bouge pas mal, et notamment aux États-Unis, hein, puisqu'il y a récemment un syndicat qui s'est monté aux États-Unis sur Amazon. On a aussi en France de la CGT.
Et il se passe des choses dans le sous-continent indien, mais il se passe aussi des choses intéressantes dans des pays comme aux États-Unis, qui il y a longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de montée de grève et des choses comme ça, qui sont en train de renaître, en Angleterre aussi. Donc un peu partout sur la planète, de toute façon, le modèle, on va dire, économique, libéral, capitaliste, commence à s'essouffler, notamment par rapport à l'exigence et le problème climatique. Et donc on voit bien, de plus en plus, il y a une conscience une forme de révolte qui se met en place un peu partout dans la planète. Donc ça, c'est le côté, pour nous, bien sûr, positif. Après, reste à pouvoir l'organiser pour réellement arriver à une transformation totale, sociale et complète telle qu'on la souhaite. Adrien, peut-être sur la deuxième question, le lien entre les luttes rurales et les luttes industrielles au Bangladesh. Alors, les luttes rurales sont surtout des luttes de survie parce qu'en fait, le Bangladesh est un pays qui se morcelle par la mer et par les eaux, et donc qui est soumise à un effet de montée des eaux, ce qui explique les grandes concentrations industrielles. C'est qu'il y a beaucoup de bidonvilles et beaucoup d'exode rural dans ce pays encore aujourd'hui. Parce que les gens quittent les zones rurales pour aller vers la ville. Et après, sur les luttes environnementales, une autre lutte qu'on connaît, dont on a déjà entendu parler, c'est la question du retraitement. C'est au Bangladesh aussi qu'on fait le retraitement des navires. Vous savez, des super-tankers, de tous ces navires qui sont... dont on ne sait pas quoi faire et qu'on balance dans le sous-continent indien, et y compris au Bangladesh, avec des pollutions très, très importantes. Et on ne peut pas le lire en termes de luttes qui se nourrissent l'une l'autre, mais plutôt d'espèces de vases communicants, si vous voulez. Il y a des villes qui se remplissent parce que les campagnes deviennent invivables, et une sorte de... il y a une telle paupérisation dans les campagnes que le départ est obligatoire. Et ces populations, elles viennent nourrir les luttes des villes, mais moi, j'ai pas lu de connexion, en tout cas, j'ai pas trouvé trace de ça. Ok, merci. Tu m'impressionnes par les connaissances que tu as amassées sur le Bangladesh. Merci beaucoup pour ces réponses fournies. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cet entretien, plus tournée, mais on va revenir un peu sur cette question de division internationale du travail. Parce que en fait, c'est elle qui est au cœur un peu qui fait guise de fil rouge pour tout cet entretien. Mais j'aimerais te demander, Emmanuel, d'abord, si tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la campagne Travailler moins pour vivre mieux, qui du coup est le titre de cet entretien, et donc il faut bien un moment l'expliquer, et qui du coup est la campagne que mène l'UGICT CGT depuis quelques mois maintenant. Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, on fait une campagne en fait qui est axée sur le temps de travail et sur le travail en général, notamment sur donc travailler moins pour vivre mieux. Pourquoi ? Parce que c'est quand même, ça fait partie des luttes syndicales qu'on a toujours portées. Je veux dire, que ce soit c'est pas récent, que ça date du début du siècle dernier, 1918, où on s'est battu pour avoir la journée de 8 heures. Après avoir porté aussi les 35 heures, aujourd'hui, on est toujours dans cette logique où on pense qu'effectivement, le fait de travailler moins peut permettre de vivre mieux, dans le sens où le travail n'est pas forcément l'alpha et l'oméga on va dire, du bonheur sur Terre. Alors évidemment, ça pose toujours la question fondamentale et centrale, c'est est-ce que le travail est une aliénation ou est-ce que c'est une émancipation ? Mais en dehors de ça, nous, ce qu'on constate, c'est que s'il y avait juste un équilibre un peu plus respecté entre la vie professionnelle et la vie personnelle, on pense que les gens vivraient mieux, et c'est pas quelque chose qu'on pense tout seul, c'est qu'on fait régulièrement des enquêtes de satisfaction aussi sur les salariés, et ce qui nous remonte beaucoup, c'est un problème sur une remise en question du travail, le sens du travail surtout, une difficulté à gérer
sa vie personnelle et sa vie professionnelle, par un présentiel certainement excessif, notamment des problèmes pour les femmes, qui vont avoir beaucoup de mal à gérer à la fois toutes les obligations familiales qu'elles ont toujours et la charge mentale avec, sur l'organisation du foyer, comme on dit, et à la fois assumer un rôle de plus en plus important dans la vie sociale, parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent et représentent 50% du salariat. Donc en fait, on est toujours, nous, dans l'idée que oui, on peut aujourd'hui travailler mieux pour avoir plus de temps pour soi, mais aussi pour s'engager tout simplement dans une action citoyenne ou s'occuper de la vie sociale, mais pas forcément que s'occuper aussi de sa famille, mais avoir une activité aussi citoyenne, quoi. Donc en fait, on essaie de convaincre les salariés en leur disant: vous pouvez reprendre la main là-dessus, donc il faut à tout prix commencer à passer le travail autrement et demander, réclamer, donc sous forme de, nous, ce qu'on connaît le mieux, évidemment, c'est le rapport de force, c'est-à-dire peut-être, on espère arriver à ce qu'il y a suffisamment de mécontentement dans le salariat pour qu'on ait des mouvements de grève là-dessus pour réclamer les 32 heures, pour faire un rapport de force suffisant. Donc en gros, c'est ça la grande idée. Pourquoi les 32 heures? 32 heures, oui. Alors, selon comment on le calcule, on pourrait même dire 18 heures, 19 heures ou 20 heures. Parce que la vision productiviste de la société, la productivité qu'on est capable de dégager, en 18 heures, aujourd'hui, on travaille, on produit peut-être 3, 4, 5, 6 fois plus qu'un salarié dans les années 50 ou 60. Donc c'est vrai que à l'échelle d'une planète dont les ressources commencent à diminuer, on pourrait tout à fait demander 18 heures ou 19 heures ou 20 heures. Et on va dire qu'on est sur 32 heures parce on a ce calcul jour de la journée de 8 heures qui fait donc 4 jours de travail. Et c'est aussi parce que raisonnablement, parce qu'il y a une appétence des salariés pour ce genre, et des travailleurs et travailleuses pour ce genre de demande, de la semaine de 4 jours. Donc, on a réduit, on est passé à 35 heures, maintenant 32 heures. Après, rien ne nous empêchera, à terme et dans l'évolution de l'humanité, de demander moins. Du coup, ça s'inscrit aussi dans non seulement travailler moins, mais aussi différemment, produire autrement, arrêter de produire certaines choses, en produire d'autres. Enfin, est-ce que c'est aussi des choses que vous mettez dans cette campagne? Bon, déjà, ce qui nous occupe en premier, c'est le retour que nous font les salariés, c'est-à-dire de ce problème de sang-travail. Il y a un vrai problème là-dessus. Aujourd'hui, la majorité des gens qu'on interroge, donc c'est à plus de 50, 60%, 65% dans les derniers sondages via Voice, leur préoccupation, c'est de dire je ne sais pas pourquoi je vais travailler à part gagner de l'argent. Je ne retrouve pas un vrai sens dans ce que je fais. Donc, il y a une envie de s'éloigner de ce mode de travail-là qui va être ou très productiviste ou uniquement concentré sur le besoin de l'employeur de faire du profit. Donc, la finalité du travail est de moins en moins reconnue, on va dire. Donc, il y a cette idée de se désengager. Donc, ça, c'est une demande forte à laquelle nous, on a envie de répondre. Après, évidemment, il y a la deuxième idée derrière, c'est l'idée du productivisme. C'est-à-dire, est-ce que on a des enjeux tellement énormes, on sait tellement, comme je disais juste avant, que la planète a des ressources qui sont limitées, qu'on ne peut pas continuer dans une société productiviste, pas sur le même, en tout cas pas sur ce schéma capitaliste. Donc effectivement, ce serait produire différemment ou produire moins et remettre un petit peu d'éthique dans tout ça. Donc en fait, tous ces sujets-là sont effectivement complètement liés. Et donc, mais pour l'instant, on est sur là par rapport la campagne qui nous occupe, c'est avant tout la réduction du temps de travail. Et après comment travailler, comment mieux travailler, c'est aussi des sujets qu'on travaille, mais qui font moins partie de cette campagne-là. Ok. Et vas-y, Adrien. Non, mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, il y a une vraie bataille culturelle sur le sujet. Comme on l'a dit en introduction, moi là, je bénéficie d'un droit acquis quand même très récemment, qui est un congé paternité un peu allongé, de 28 jours. Il y a 3 ans, je crois que c'était 14 jours. Et avant, c'était 3 jours. Et dans mon boulot, quand j'ai annoncé que je prenais mes 28 jours, on m'a regardé en disant « Mais
pourquoi tu vas faire ça, quoi? Pourquoi tu vas le prendre d'un coup? Pourquoi tu vas mettre tes congés après? Comme si, dans ce que tu racontais tout à l'heure sur la place des femmes dans le foyer, sur la question de l'éducation des enfants, on était encore il y a 10 ans. Moi, je me dis, là où je dois être à 15 jours à peu près, mais comment c'était possible, il y a 3 ans, de reprendre le boulot en se disant, tout est normal, je délègue cette tâche à la maman et moi, je retourne au turbin. Tu vois, et cette bataille culturelle, moi, je travaille dans un milieu protégé, je travaille dans une collectivité locale, avec des gens qui sont plutôt engagés, dans des métiers voilà, qui ne sont pas... on n'est pas dans une grosse boîte du CAC 40 où il y a un esprit de compétition, on est plutôt dans un cocon. Même là, j'ai pu entendre le pourquoi, et du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est comment on mène la bataille culturelle, parce qu'il y a aussi un truc, une sorte de pression sociale en disant prendre du temps pour des moments de la vie. Oui, c'est important parce que ça construit des choses, ça permet, moi j'en suis persuadé, de revenir travailler en étant plus à ce qu'on fait que de regarder sans arrêt son téléphone ou sa montre pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe à la maison, dans le cas qu'est le mien aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Mais en fait, la bataille culturelle, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, elle est pas perdue en fait. Enfin, la bataille culturelle qu'on a perdue, c'est qu'il n'y a qu'un discours dominant de droite qui nous dit qu'il faut produire plus, travailler plus pour gagner plus, parce qu'on est en compétition de façon internationale. Si la France produit moins, voilà, on va tous y perdre en niveau de vie en fait. On est sur ce schéma qui effectivement, lui, a quand même énormément influencé le débat culturel et je l'ai certainement gagné. Mais en réalité, après, pour les gens qui sont vraiment dans le travail, quand on prend la peine de les écouter, et notamment on l'a vu pendant le Covid et après Covid, avec la mise en place par exemple du télétravail, quand on prend la peine de les écouter, je répète, quand on leur demande majoritairement est-ce que vous êtes pour la semaine de 4 jours, alors c'est vrai que semaine de 4 jours, ça leur parle plus que 32 heures, ils vous disent oui. Donc la bataille culturelle, en fait, je répète, elle est pas perdue si on la prend comme ça. Parce que les gens ont bien conscience aujourd'hui que, déjà, pour certains, vraiment de la pénibilité du travail, d'accord, que d'abord, le travail aujourd'hui rapporte peu. On le voit avec des salaires qui ne sont pas suffisamment hauts, que finalement, c'est plutôt les gens qui aujourd'hui ont des actions ou qui sont sur les marchés financiers qui gagnent plus d'argent, que la finance permet de gagner de l'argent, mais le travail en soi, alors qu'on participe au profit de ce pays, on voit bien que ça ne paie pas. Donc déjà, on travaille longtemps, on nous demande de travailler plus, avec des heures sup qui ne sont pas forcément payées. Donc en fait, il y a clairement une musique sous-jacente qui fait que les gens ont bien compris que cette bataille allait garder 4 jours. Franchement, si on arrive à mobiliser les salariés aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment y arriver, parce que je répète, ça se voit dans les différents questionnaires qu'on sort où ils disent oui, on est pour la semaine de 4 jours. Donc ça déjà. Après, le Covid et le télétravail. Le télétravail aussi, qui a été mis en place pendant le Covid, tout d'un coup, les gens aussi se sont rendus compte que c'était quand même pas mal de travailler de chez soi plutôt que d'avoir en moyenne 1h, 1h30 de trajet pour aller travailler. D'accord ? Et pas que dans les grandes zones urbaines, hein, aussi dans les foyers urbains plus petits. Hein, il arrive régulièrement d'avoir quand même une demi-heure de voiture pour aller travailler. Hein, c'est pas qu'un fantasme de grande ville. Alors évidemment, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un télétravail dégradé, mais ça leur a permis de sortir un petit peu du cadre classique du monde du travail et du présentiel à tout prix. Ils se sont dit, peut-être qu'on pourrait un petit peu travailler un peu de chez soi, ou peut-être travailler moins. Et donc déjà, la mise en place du télétravail permet de s'approcher de l'idée des 4 jours, en fait, et des 32 heures. Ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être travailler, enfin les gens se rendent compte qu'on peut travailler différemment. On n'est pas obligé d'être sur ce vieux modèle présentéiste du XXe siècle. Alors, tout n'est pas bon, et je ne dis surtout pas que le télétravail, c'est la panacée, parce que c'est faux, puisque c'est plutôt une fuite du monde du travail tel qu'il est en présentiel, hein, qui fait que les gens aiment bien le télétravail. Mais en tout cas, on constate que
dans le monde du salariat, ceux qui ont la chance de travailler, parce que là, on parle vraiment des gens qui travaillent, mais on a encore beaucoup de chômeurs dans ce pays, sont prêts et souhaitent des modalités d'organisation un peu différentes. Et la semaine de 4 jours fait partie de leur champ de vision, clairement. Nous, ça nous remonte. Oui, et puis j'ai l'impression aussi, après, je sais pas si... Parce que je sais que vous avez mené une enquête l'année dernière sur les conséquences du télétravail, donc peut-être que justement tu pourrais me préciser un peu ce que je vais dire, mais j'ai l'impression aussi que ce rapport au télétravail et du coup au sens dans le travail que ça... Enfin, le télétravail bouleverse le sens que les salariés et les employés y mettent, c'est aussi que... ça remet en question en fait ça met en lumière l'absurdité de certaines formes d'organisation du travail, de certaines consignes, de certains trajets, du temps qu'on y consacre, etc., etc. Et j'ai un peu l'impression que c'est le principal bouleversement que ça a apporté, c'est vraiment sur l'absurdité de l'organisation du travail. Mais je sais pas si c'est juste un truc perso ou si c'est pertinent. C'est exactement ça. Ça a permis, on va dire que la crise de Covid a permis ça, puisque ça a désaxé le temps de travail, l'espace de travail, ça a désaxé comment se faisait le travail, et du coup, beaucoup de réflexions et beaucoup de remises en question des organisations de travail classiques. Et c'est pour ça que, après, la semaine de 4 jours ou les 32 heures, c'est pas non plus une invention, puisque ça se pratique en ce moment en Allemagne. Il y a quelques fédérations qui l'ont mis en place, clairement. Il y a aussi des entreprises qui séparément de toutes leurs fédérations ou de toutes leurs branches professionnelles, l'ont mis en place et le testent, avec des résultats plutôt positifs. Donc on va dire que c'est quand même, et comme tout, de toute façon, la réduction du temps de travail dans nos pays occidentaux, on va dire, parce que je répète, évidemment, on n'a pas les mêmes conditions de travail. On va parler du Bangladesh et de la France, c'est pas la même chose. Mais il y a de toute façon cette volonté de réduire le temps de travail par rapport à une productivité qu'on pense et qu'on sait qui serait équivalente et même supérieure par rapport à la productivité qu'il pouvait y avoir il y a 20, 30 ou 40 ou 50 ans. Donc c'est quand même une bataille culturelle qui est, pour moi, qui est gagnable et presque même déjà gagnée. Après, reste à arriver à la transformer aussi donc en action au niveau social et puis politique aussi. D'avoir un lien politique qui permette de poser des lois qui aillent dans ce sens-là. Et là, on en est loin, puisqu'on a quand même, comme vous l'avez remarqué, une importance de l'extrême droite de plus en plus grandissante et une Assemblée nationale très droitière. Donc voilà. Mais oui, je pense que c'est la remise en question des organisations placées, oui, qui est en jeu là. Et pour revenir à oui, effectivement, sur le sondage qu'on a fait, donc là, de toute façon, d'ailleurs, le 6 décembre, là, on va diffuser le résultat d'un questionnaire qu'on a mis en place de juin jusqu'à octobre, donc dans toute la France, de façon nationale, effectivement, sur télétravail et travail hybride, quelles conséquences, où là, effectivement, on a plus de 5000 réponses à peu près. On voit se dégager la volonté, le souhait des travailleurs de travailler autrement, c'est évident. Et notamment pour retrouver aussi un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et justement, quand on parle de ça, moi, la première... c'est parce que je suis communiste et que c'est une question qui m'importe évidemment beaucoup. Mais quand on parle de conquête du temps libre, je pense évidemment non seulement à la réorganisation du travail, c'est la première chose à laquelle on pense, évidemment aussi à la conquête du temps libre pour soi, dans le cadre privé, dans sa vie personnelle, avec ses amis, sa famille, etc. Mais il y a aussi ce que tu viens de parler de la vie politique et de la vie démocratique, il y a une grande part également... si on veut faire la révolution, en gros, il faut avoir le temps de s'occuper, d'organiser la vie publique collectivement. Est-ce que c'est aussi
Est-ce que c'est aussi une des choses dont vous parlez dans la campagne, ou alors c'est plutôt ça vient dans les discussions avec les salariés avec qui vous discutez, mais c'est pas forcément au cœur. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça et à l'enjeu démocratique qu'il y a derrière la conquête du temps libre? Alors déjà, ce qu'on essaye de dire, de construire avec les salariés, c'est la démocratie déjà dans l'entreprise. C'est déjà de leur faire comprendre que l'outil de travail, si on arrive à construire des espaces démocratiques dans l'outil de travail, là où ils travaillent, c'est déjà la révolution, elle est faite à 80%. Je veux dire par là qu'on essaie de leur faire comprendre que déjà il y a besoin de syndicats dans les entreprises, parce que c'est un moyen de peser sur l'employeur et de mettre un rapport de force dans l'entreprise, tout simplement rééquilibrer le fameux rapport de force, et que le fait d'être représenté en interne dans une entreprise par un syndicat, c'est déjà un exercice démocratique bien plus important, à mon avis, que même de voter. Donc déjà, leur réapprendre, leur redonner le pouvoir en leur disant, vous avez déjà le pouvoir dans vos entreprises de changer le travail en utilisant, en vous syndiquant, en produisant du droit dans vos entreprises. D'accord ? Donc déjà, on essaye parce que ça, par contre, ça a complètement disparu. Je ne sais pas si ça a déjà existé d'ailleurs, du monde du travail, grandement. Déjà, le syndicalisme est très en retrait. Les gens ne voient pas l'intérêt, ne comprennent pas quel est cet outil-là, ce que c'est. Et donc déjà, il y a alors là, pour le coup, une vraie bataille culturelle à reconquérir, c'est l'intérêt de se syndiquer et de prendre en main, d'être acteur et décideur dans son entreprise, de son destin déjà de travailleur. Et après, du coup, découle forcément le fait après de s'impliquer dans la société en dehors du monde du travail, en dehors du travail. Si vous avez plus de lumière, c'est normal, ça vient de chez moi. Je vais la remettre, mais c'est que là, il y a une coupure à la CGT, une coupure tous les 2 heures. Okay. Donc voilà. Et après, effectivement, vient la participation dans la société, et pour on les implique, on leur demande de s'engager, mais déjà de s'engager dans l'entreprise, c'est très très important. Je vais rallumer la lumière et je reviens. Oui, pas de souci. Peut-être Adrien, après, si tu as des remarques, n'hésite pas. Tu l'as déjà fait de toute façon, donc t'es incroyable. Mais j'aurais aussi une question pour rebondir sur ce qu'est en train de dire Emmanuel. Non, mais sur ce qu'est en train de dire Emmanuel, moi, il y a la question générationnelle, parce qu'on entend souvent que les nouvelles générations, alors je sais pas, X, Y et Z, changent la manière on pas le même rapport à l'entreprise, on pas le même rapport au travail, et c'est vrai que ça se voit. Moi, j'ai des amis qui sont plutôt même en travaillant, même en étant cadre de grosses boîtes, ont aujourd'hui des demandes vis-à-vis des employeurs qui sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. Ils sont capables de troquer du salaire contre du temps libre, de faire des choix qui sont pas les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et je voulais savoir si ça apparaissait dans votre sondage. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les générations, parce que je pense que c'est aussi, si tu veux, la question de la centralité du travail dans l'organisation de la vie sociale, elle est très importante pour comprendre la manière dont on peut peser. Voilà. J'ai l'impression qu'on vit une époque où effectivement, puisque le travail n'a plus beaucoup de sens, sa centralité comme ce qui construit ta vie sociale, elle est en train de glisser. Et donc, c'est ce qui ouvre aussi la possibilité d'avoir un rapport de force nouveau dans l'entreprise et de gagner des choses. Oui, alors oui et non. Mais alors déjà, pour la première question, effectivement, par rapport au générationnel, là, le questionnaire qu'on a fait, il y a toutes les tranches d'âge, mais majoritairement, parce qu'il ne faut pas oublier que le questionnaire, c'est sur le télétravail et le travail hybride, c'est-à-dire vous allez travailler 3 jours sur site et 2 jours en télétravail, d'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est ce qui se profile à l'heure actuelle, du travail hybride, en fait. Ce n'est pas du télétravail à plein temps.
La majorité, c'est quand même effectivement du personnel de l'encadrement ou des professions intermédiaires, hein, d'accord? Donc, il y a déjà quand même un biais sur la population. Et donc, oui, sur cette population-là, majoritairement, ceux qui nous ont répondu, ce sont des femmes et de 20 à 39 ans, à peu près, d'accord? C'est cette tranche d'âge-là. 30-39 ans, excusez-moi, pas 20 à 39 ans. Donc oui, sur ces réponses-là qu'on a, il y a réellement c'est là où on voit apparaître des besoins et qui sont différents de ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 30 ans, notamment sur majoritairement, par exemple, ils veulent garder le télétravail ou elles veulent garder le télétravail, pas forcément avoir plus de jours, mais pas moins en tout cas, d'accord? Pour eux, c'est devenu vraiment essentiel. Euh, la raison, c'est quoi? C'est, contrairement à ce qu'on pense, bon, oui, évidemment, c'est le transport, comme je le disais. C'est pas non plus forcément pour aller déménager ou à l'autre bout de la France, pas pour avoir ça, non. Il y a à peu près une trentaine de pourcents qui disent oui, on pourrait l'envisager. C'est pas mal quand même, 30% de réponse, hein. Mais c'est pas majoritaire. Ce qui est majoritaire, c'est comment j'organise ma vie pro et ma vie perso. Parce que ma vie perso a pris ma vie perso, j'ai pas envie de la négliger. Donc, je trouve que cette forme de travail-là me permet, tout simplement, quand je suis chez moi, je télétravaille. Si à 17h, je dois aller chercher mon fils ou ma fille, je peux y aller, j'y vais, je reviens et je peux reprendre le boulot. D'accord? Ce qui est terrible parce que c'est une fuite du présentiel. Pour moi, ce n'est pas la solution, c'est pas le télétravail, c'est qu'il faudrait réorganiser le collectif de travail, l'organisation en présentiel, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce que demandent les gens. Donc oui, dans cette génération-là, il y a des aspirations qui changent, qu'on n'entendait pas avant. On sait aussi en dehors des enquêtes que oui, c'est vrai qu'il y a des salariés qui ont troqué quelques jours de RTT pour pouvoir être en télétravail, ce qui n'aurait jamais dû être, mais c'est-à-dire de dire, bon, ok, moi j'ai envie d'être 15 jours en télétravail, l'employeur n'avait pas forcément envie, la salariée ou le salarié dit, en échange, je ne prendrai pas mes RTT, donc alors là, ok. Donc oui, il y a certains qui reviennent sur des acquis. Mais je répète, je pense que le télétravail n'est qu'une transition. Derrière, ce qui se dégage, c'est un besoin, une envie de travailler autrement et certainement moins pour pouvoir justement pallier aux exigences de la vie perso parce qu'on a envie d'avoir une vie perso plus riche, donc de ne travailler que 4 jours. Je pense que ce qui se cache derrière, est-ce que nous, ce qu'on essaye de faire ressortir de tous ces questionnaires et de ces attentes des salariés, c'est dans le fond, ce dont vous avez envie, c'est d'être mieux payé quand même, et de passer moins de temps sur votre outil de travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le numérique, contrairement à ce qu'on dit, le numérique, c'est un danger ça peut faire perdre des emplois, oui, bien sûr, mais en attendant, ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est que ça augmente, ça intensifie le travail. Donc, vous êtes plus productif grâce au numérique. Donc, il y a moins besoin, on va dire qu'en moins d'heures, vous allez produire plus qu'il y a 30 ou 40 ans parce que grâce aux ordinateurs, vous allez pouvoir aller chercher l'info ou vous allez plus vite. D'accord? Donc, en fait, le numérique a augmenté, intensifié la productivité. Donc, et ça, les salariés s'en rendent compte. Je n'ai pas besoin de passer 5 jours, 6 jours au boulot, en fait, hein. Je pourrais très bien le faire en 4 jours. Et c'est quelque chose qu'on voit remonter. Ouais. Il y a une question dans le chat dont je me fais encore le porte-voix. Ouais. Est-ce que le développement du télétravail ne fait pas courir le risque d'une désagrégation, d'un éclatement complet du collectif de travail? Comment organiser l'activité syndicale dans une équipe majoritairement en télétravail? Alors ça, c'est le gros problème. Donc oui, bien sûr qu'il y a un risque d'éclatement du collectif de travail. Alors pas complet parce que je répète qu'on n'est plus dans le télétravail obligatoire 5 jours dans la semaine. On est sur du travail hybride, tant que les gens reviennent quand même sur le site. On va être 2 jours de télétravail, 3 jours présentiel, à peu près ça. D'accord? Donc, il y a un moment ou un autre, le collectif de travail, il se retrouve, hein. Donc, il faut essayer de sortir de l'image qu'on a du moment Covid où là, on était bloqué à la maison des mois, sans revenir sur le site de travail. C'est plus ça. Mais oui, et ça, même ceux qui sont à fond pour garder leur télétravail, donc les salariés qui répondent au questionnaire, se rendent compte que oui, il y a un problème. Il y a un problème sur le collectif travail, c'est quand même pas aussi bien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ne réclament pas non plus d'avoir plus de jours de télétravail. Ils veulent en garder 1 ou 2 jours, mais pas non plus
on n'a aucun retour où les gens voulaient faire de nouveau 5 jours par semaine. Hein. Donc oui, il y a une conscience d'un danger de faire éclater le collectif travail. Il y a aussi le danger de l'isolement. Parce que si vous êtes trop en télétravail, ben oui, vous isolez du collectif et il y a des caractères, il y a des gens qui ne supportent pas et c'est normal. Alors, par contre, au niveau syndical, c'est un vrai problème. Alors là, on est tout à fait d'accord, puisque pour arriver aujourd'hui à communiquer avec les salariés, il faut que l'employeur donne accès, la possibilité que les syndicats puissent écrire, puissent contacter par mail, par téléphone, tout ce que vous voulez, les salariés. Or, ça, en règle générale, l'employeur n'est pas obligé. Il est obligé de mettre un espace, un intranet à l'intérieur de son entreprise pour que les syndicats puissent laisser des tracts, des informations, mais de donner l'adresse mail personnelle des salariés, il n'est pas obligé de le faire. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais je répète, ne pas oublier que les gens reviennent aussi sur le site. Donc, on arrive quand même à les trouver. Hein. Mais je répète, la panacée, c'est pas le télétravail. Simplement, ce que j'essaye de faire passer, c'est que ça nous donne cet attrait pour le télétravail des salariés, hein, nous donne un éclairage sur le fait qu'ils ont envie d'une autre organisation. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on veut porter, c'est, ben oui, on ne va pas parler de télétravail, il y aura peut-être un jour, très bien, on va surtout demander une réduction du temps de travail. Et encore, et pour rebondir sur cette question d'organisation du temps de travail, en fait, c'est une question un peu perso, et enfin, elles le sont toutes un peu depuis le début, mais je veux profiter de t'avoir sur cet entretien pour te poser la question. Je m'intéresse beaucoup aux questions de planification écologique, et y compris de la nécessité, enfin voilà, du caractère essentiel du fait que ça doit être démocratique, en gros, on ne peut pas imaginer une planification écologique qui soit bureaucratique, qui soit technocratique, qui soit essentiellement centralisée si on veut émanciper les travailleurs et réorganiser la société pour répondre aux défis contemporains. Et du coup, si on regarde cette planification nécessaire, pour moi, je vois un peu une contradiction qu'il faut réussir à lever entre le politique et la vie dans les entreprises, etc. Parce que tu parlais tout à l'heure, tu sais, il y a une nécessité de remettre, de poser la question de la démocratie dans l'entreprise. Mais du coup, moi, ce en quoi ça me pose question, non pas que... Enfin oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait de la démocratie dans l'entreprise, y compris que l'outil de travail soit collectivisé et géré par les travailleurs eux-mêmes. Mais au-delà de cette question-là, la question qu'il va y avoir besoin des compétences, de l'expertise, voilà, et du travail de toutes les personnes en fait qui participent à la vie économique pour pouvoir savoir de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut produire, comment, etc., et que ça puisse se coordonner dans chaque ville, dans chaque département, dans chaque région, et puis nationalement, et puis aussi internationalement. Bon, c'est un peu ambitieux ce que je raconte, mais bon, en tout cas, on va en avoir besoin. Et du coup, il y a une vraie question de est-ce que cette division entre démocratie dans l'entreprise et démocratie dans le pays, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à la briser, quoi, et à faire en sorte qu'il y ait une interconnexion très profonde entre ce que décident les citoyens et ce que décident les travailleurs, et qu'en fait ce soit pas la même chose, mais en fait voilà, si on veut que tout le monde puisse participer à cette planification écologique, économique, etc., est-ce que c'est une division qu'il faut supprimer ou pas? Est-ce que tu penses que c'est idéaliste? Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, nous, c'est pareil, on a aussi à l'UGIC, on est aussi sur cette problématique-là, d'éviter en gros ce qu'on appelle le greenwashing, quoi, en fait, hein, le capitalisme washing. On a mis d'ailleurs en place ce qu'on appelle un radar environnemental. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'UGIC pour aller récupérer tous ces outils-là si vous voulez les déployer dans vos entreprises. Pourquoi je parle de ça? Le radar environnemental, c'est un outil qui permet en fait de donner aux salariés la possibilité de voir si dans son travail à lui, en gros où en est l'empreinte carbone,
de penser est-ce que son employeur fait ce qu'il faut ou pas, de s'interroger en fait, que chaque salarié s'interroge de oui, moi par rapport à cette histoire de transition écologique et voilà, est-ce que finalement, en dehors d'un engagement individuel où on me demande chez moi de faire le tri des déchets, est-ce que dans mon entreprise aussi, je ne peux pas intervenir et faire pression pour que mon entreprise aussi fasse de faire pression et que donc au final tout le tissu productif, finalement prennent conscience et j'ai envie de dire pour le coup se verdissent, mais vraiment pas uniquement comme avec la vision de l'employeur, c'est-à-dire de donner de l'argent à une ONG qui va s'occuper de replanter des arbres au fin fond de l'Amazonie, mais donc de concrètement comment on travaille, moi dans mon travail je fais en sorte que je sois le plus possible en tout cas de moins impacter l'environnement. Alors, ça n'est pas que ça, bien sûr, parce que nous, ce qu'on n'oublie pas, c'est que de toute façon, on sait très bien que la logique du capitalisme, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux travailleurs, c'est que par rapport à l'écologie et à la sauvegarde de la planète, c'est incompatible en soi. C'est incompatible. À partir du moment où vous avez une recherche de profit, de surprofit, qui est quand même la base du capitalisme, on ne peut pas, c'est un système qui ne peut pas penser prévention, qui ne peut pas penser régulation, sauf s'il y est forcé. Donc, de se rendre compte, déjà de faire une conscience dans l'outil de travail de où est-ce qu'on en est par rapport à la transition écologique, et après de faire comprendre aussi qu'il y a besoin quand même d'augmenter et de faire un rapport de force pour arriver à contraindre le capitalisme en fait. Donc voilà, c'est très ambitieux par rapport à ce que tu disais quand tu dis est-ce que c'est utopique ou pas. Moi je crois beaucoup à l'utopie parce que sinon je vois pas pourquoi les gens bougeraient, même si on n'atteint pas forcément le but. Ce qui est important c'est de commencer à vouloir y aller et là-dessus comme ça on arrive à changer les choses. Donc mais en partant de la réalité, oui, et la réalité du travail, la réalité de moi, comment je produis, comment je pollue et comment je peux contraindre mon employeur à faire mieux. Adrien, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus ou parce que j'ai encore quelques questions dans mon tiroir? Ouais, moi j'ai une petite question parce que la manière dont tu parles de la semaine de 4 jours, je trouve que ça résout aussi une partie de la contradiction entre salariés qui ont des emplois télétravaillables et ceux qui n'en ont pas. Voilà. Moi, je vois beaucoup ça là où je bosse, c'est-à-dire que un agent de service, un agent d'accueil, enfin voilà, les gens qui sont souvent au plus bas de l'échelle n'ont pas des emplois télétravaillables et sont obligés d'être en présentiel et l'encadrement, lui, peut avoir 1 jour, 2 jours de télétravail et du coup, ça crée une distance qui est souvent, enfin qui n'est pas fondée d'ailleurs parfois pas sur la rémunération, mais bien sur le temps au boulot effectif à l'outil de travail. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que la manière de présenter la semaine de 4 jours, je pense que ça permet de résoudre ça et de la déconnecter aussi du télétravail qui est parfois un outil pour mieux travailler parce que il y a aussi des boulots où moi dans le mien avoir 1 jour de télétravail me permet de faire des choses que je ne peux pas faire ou pas aussi bien en étant en présentiel parce que parce que on n'est pas dérangé de la même façon, parce qu'on n'a pas la même capacité à se concentrer, voilà. Et donc je pense que ça c'est important parce que ça permet de résoudre ce hiatus qui existe, hein, qu'on voit beaucoup. Moi, là où je bosse, je le vois énormément. C'est-à-dire que dès qu'on accorde 1 jour de télétravail à quelqu'un, ça crée, ça rajoute la différenciation entre les salariés. C'est-à-dire que avoir un boulot qui n'est pas télétravaillable devient quasiment pas une punition, mais c'est quelque chose qui est difficile à expliquer sur comment on fait tourner une entreprise, un service public, voilà. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça aussi ou est-ce que
Est-ce que c'est des choses que vous voyez, est-ce que vous voyez que ça permet de résoudre ces différences-là et ces problèmes-là entre salariés? Parce que ça crée forcément, le télétravail, moi je trouve, crée de l'animosité et ne permet pas de... Hugo disait effriter le collectif de travail, mais ça le divise aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'effriter, ça crée des petites... ça rajoute de la division dans ce collectif. Alors, oui, tout à fait. C'est résoudre cette question, effectivement, c'est la réduction du temps de travail. On est tout à fait d'accord. Entre les gens qui peuvent télétravailler et les gens qui ne peuvent pas télétravailler, oui, la solution, elle est là. De toute façon, même en dehors de ça, la solution, pour nous, la réduction du temps de travail, en dehors de ça, c'est aussi une qualité de vie, hein. Mais en plus, ça résoudrait ce problème-là qu'on ait tous la même possibilité d'avoir du temps pour notre vie perso, en fait, et qu'on puisse l'organiser. Et c'est bien pour ça que quand on fait une campagne sur travailler moins, vivre mieux, c'est parce qu'on s'est rendu compte, en fait, la crise du Covid, quoi. Le Covid et après le Covid, alors on avait déjà le retour, nous, de nos bases syndicales sur ce sens du travail et le fait que vraiment, il y a longtemps que ça existe, mais que c'était très, très, très fort dans le milieu du travail, la perte de sens du travail. Et après le Covid, le fait qu'ils aient pu travailler, mais sortir du site du présentiel, a vraiment bouleversé la conception du travail lui-même. Comment je travaille, comment je m'organise. Donc oui, du coup, est remontée cette histoire de sens du travail. Et du coup, on s'est dit, c'est peut-être le moment de dire, il y a longtemps qu'on vous dit qu'il faut réduire le temps de travail. Vu que, pour le coup, on parlait de bataille culturelle tout à l'heure, la pensée dominante était à dire mais non, mais regardez, les 35 heures, ça n'a servi à rien, ça n'a créé que des problèmes. On parlait plus de cette réduction du temps de travail, c'était devenu has-been. Et là, on s'est dit non, mais je pense qu'il va y avoir un écho, parce que le fait de s'éloigner du site de travail tel qu'il était avant, le fait d'être en télétravail a permis de comprendre qu'il y avait une possibilité de travailler autrement, tout simplement, qui n'est pas forcément mieux. Ce n'est pas une défense du télétravail pour quantité de raisons, mais on sent que là, il y a une faille qui s'est ouverte. Et puis aussi, en dehors du télétravail, le fait que le Covid, tout d'un coup, on ait dit à des gens, vous rentrez chez vous, vous ne sortez plus de là, vous travaillez de là, ou alors vous ne travaillez pas, mais on va vous payer. On va vous rémunérer. Alors que 2 ans avant, on nous disait il n'y a pas d'argent, c'est pas possible, il n'y a pas d'alternative à la façon de travailler, et même d'être rémunéré. Tout d'un coup, ça a ouvert des perspectives qu'on ne mesure pas encore. Je pense que petit à petit, on va comprendre. Où tout d'un coup, il y a eu une conscience qui s'est dit, mais ça fait un moment qu'on nous balade. Bien évidemment, si on voulait changer la façon de travailler, si on voulait changer même nos salaires, on l'a vu, je reviens sur la mobilisation retraite, où je disais au début qu'il n'y a pas eu beaucoup de grèves, mais beaucoup de manifestations massives, parce que on était post-Covid, il y a toujours eu des manifestations massives contre les réformes des retraites, mais là, il y avait vraiment un rejet en plus on décalait l'âge, qu'on retourne à une situation qui est avant 1981, enfin, je veux dire, c'est énorme. Et juste après le Covid, où là, les gens se sont rendus compte que les choses ont changé, on nous a bougé, à la fois on a travaillé différemment, ou on n'a pas travaillé, on était quand même payé. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Et puis je rajoute que de toute façon, derrière, il y a toujours cette angoisse sur fin du monde, fin du mois, hein. C'est-à-dire effectivement la catastrophe climatique qui est là, le réchauffement climatique. Maintenant, je pense que majoritairement les gens ont bien compris qu'effectivement on courait à la catastrophe. Et donc il faut bien que ce mode de production, il est en fin de vie. Et donc tout ça fait que on est dans une situation, je pense, historique, où il y a des choses, soit on bascule dans le plus terrible, soit on peut arriver à effectivement, par exemple, réduire le temps de travail ou changer notre façon de travailler et notre rapport au capital, à la hiérarchie et à l'organisation du travail. Il y a encore une question de Hugo qui te demande qu'est-ce qui a retenu, enfin qui vous demande tous les deux en fait, qu'est-ce qui a retenu les gens de faire grève pendant le mouvement retraite. Il a l'impression que c'était moins compliqué lors du mouvement 2019, mais il se trompe peut-être. Alors,
Il y a plusieurs sujets. Il y a quand même, au début, quand on a commencé quand j'ai commencé à parler, on parlait de ce qui s'est passé au Bangladesh avec des grèves massives. Et j'ai commencé à dire, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à réaliser des grèves massives parce que déjà, le monde du travail a complètement changé. Et qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des structures où il y a peut-être dans une ville 5000, je vous fais comme ça, 5000 ouvriers au même endroit. Et quand les 5000 ouvriers au même endroit, c'est ce qui se passait avant. Moi, dans la ville où j'ai grandi, il y avait une poudrerie. La majorité des gens travaillaient là. Quand ils se mettaient en grève, il n'y avait plus d'activité nulle part. D'abord, la production s'arrêtait, la ville ne vivait plus, et ça avait un vrai impact. Aujourd'hui, on a un tissu industriel qui a disparu. On est sur des sociétés de services, c'est un peu caricatural, mais c'est pas faux. Et donc là, dans les sociétés de services, si demain un centre d'appel arrête de travailler, je veux dire, ça a moins d'impact dans la société. Donc, on a beaucoup plus de mal à pouvoir peser sur la production et quelque part faire perdre de l'argent quand on fait grève. Et donc, parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que de bloquer l'outil de production pour arriver à obtenir ce qu'on veut. C'est le principe de la grève. Donc déjà, il y a cette difficulté-là, parce que même en 2019, on n'a pas eu énormément de grèves. On en a eu surtout, si vous vous rappelez bien, parce que nous, là, pour le coup, c'est peut-être des gens qui habitent Paris. Mais ce qui s'est passé en 2019, c'est que la RATP a tout de suite réagi, en fait. Et la RATP, c'est quand même le central à Paris sur le moyen de transport. Donc tout d'un coup, les transports sont bloqués. Ça joue énormément. C'est ce qui s'était passé en 95 déjà, où la grève des transports, que ce soit cheminots, que ce soit RATP et aussi transport routier, où en gros, Paris et les alentours étaient bloqués. Donc là, ça agissait beaucoup plus vite. Cette fois-ci, il n'y a pas eu ça. Et ensuite, aussi, alors là, pour le coup, uniquement parce que structurellement, j'en parlais aussi au niveau syndical, on a beaucoup de mal à être dans les entreprises. Il faut savoir que la place des syndicats aujourd'hui dans l'outil de production, dans les entreprises, c'est autour de 10% de syndiqués. Et du coup, la CGT, je vais vous dire, on est quoi? On est peut-être 4-5% de ça, même pas. D'accord? C'est pas énorme. Et quand vous n'avez pas de gens dans l'entreprise, vous n'avez pas de syndicat organisé qui dit là, moi, je fais grève. Les salariés tout seuls, c'est compliqué tout d'un coup de dire sans syndicat, uniquement parce que dans les médias, on a dit tel jour, il faut faire grève. C'est compliqué. Il y a aussi de la répression. Et voilà, donc quand on n'est pas organisé et on manque d'organisation, on a encore des bases syndicales dans certains endroits, mais pas partout, et notamment, je répète, dans le service. Il faut savoir qu'en France, 80% des entreprises, c'est des TPE. Donc, c'est compliqué de faire une grève quand on a un patron et qu'on est juste 3 salariés. Donc, il y a toute cette organisation, le fait qu'on ait moins d'impact, et ça, il faut qu'on arrive à trouver, à se réorganiser, et comment avoir de nouveau un impact. On peut aussi faire des grèves dans des secteurs qui sont beaucoup plus impactants que, par exemple, la métallurgie autrefois. Ça peut être effectivement si on bloque Amazon, ou si on bloque les data centers, ou si les informaticiens commencent à faire grève réellement, on pourra de nouveau bloquer l'économie. Mais pour l'instant, on a du mal à choper comment la bloquer aussi. Et pourquoi j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, mais moi je trouve ça hyper intéressant cette question. À ton avis, pourquoi pour l'instant c'est compliqué est-ce que c'est pas à cause de l'organisation du travail là-bas qui fait que c'est compliqué de bloquer? Est-ce que c'est juste la volonté des travailleurs et qui sont dans ces services, dans ces secteurs, qui n'est pas encore acquise majoritairement à la lutte? C'est quoi ce qui bloque? Je répète, parce que l'organisation y est pour beaucoup, là, pour le coup. C'est-à-dire que si vous avez une majorité des TPE ou des entreprises de moins de 50 salariés, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer dans ces structures-là et d'avoir une présence syndicale. Je parlais d'Amazon et des secteurs clés. Là, d'abord, c'est des secteurs assez récents. Ouais. C'est une économie assez récente, et je ne doute pas que si on continue d'avoir des grandes plateformes logistiques comme ça, avec des milliers de personnes, pour le coup, le système de la grève classique, comme avant, je bloque, j'arrête de travailler, marchera. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'il y a comme je le disais tout à l'heure, il y a maintenant une implantation syndicale aux États-Unis. Il y a eu des grèves dans cette nouvelle économie de plateforme. Donc,
si il y a une possibilité de bloquer Amazon, la grève marchera. Mais Amazon, c'est pas la majorité du salarié en France. Pour bloquer un pays, ça peut pas être qu'Amazon. C'est clair. Et ouais. Ouais, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais pour vous poser une question à tous les deux. On s'approche un petit peu de la dernière partie de notre discussion et je voulais un peu faire le lien avec ce dont on parlait avant sur le Bangladesh. Bon, concrètement, si le pays s'est désindustrialisé, c'est bien sûr parce qu'on a envoyé ces industries ailleurs, et notamment au Bangladesh. Du coup, aujourd'hui, on a acquis un certain nombre de libertés, de droits, y compris de pouvoir de consommation, etc., grâce à l'exploitation des travailleurs de ces pays. Notamment, bah voilà, si des Européens peuvent s'acheter des habits si peu chers aujourd'hui, et y compris des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des marques fabriquées en France, etc. Donc, voilà, c'est aussi un progrès pour les classes populaires françaises et européennes plus largement. Mais aussi, voilà, plus largement, si on a pu conquérir des droits au cours du XXe siècle, c'est au prix de la division internationale du travail de l'impérialisme, aussi voilà, des guerres qui ont été menées dans les pays dominés. Du coup, je voulais vous demander à tous les deux, peut-être d'abord à Adrien, et ensuite je te laisserai réagir Emmanuel. Est-ce que vous pensez que la conquête du temps libre en Europe, en France en particulier, mais en Europe de manière plus générale, elle est compatible avec la lutte internationaliste d'une part, et donc le soutien aux luttes de ces travailleurs et travailleuses, aux luttes pour leurs droits, etc., et l'impact que ça a sur les économies de nos pays, et aussi du coup sur la relocalisation de l'économie, qui est un enjeu central, notamment dans la décarbonation de l'économie et de manière plus générale l'internationalisme et l'écologie et les défis que ça nous pose. C'est un peu une question très large, mais du coup j'aurais aimé avoir vos avis là-dessus. Non, mais elles sont intimement liées et on peut pas, en fait, on peut pas séparer la question du travail, du temps de travail, du rapport à la production et au productivisme. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui ou qu'on vante le fait de pouvoir acheter un t-shirt de 2 à 15 euros et en avoir 25 dans sa garde-robe? Quel est ce besoin? Non, mais je le dis comme ça parce que on n'a pas besoin de cette exploitation, en fait. On n'a pas besoin d'avoir autant. Là, si on est sur l'habillement, on n'a pas besoin d'avoir une mode qui change. La fast fashion, c'est toutes les semaines où des nouveaux produits sont remis sur les plateformes de vente du type Shein ou du type voilà. C'est pareil sur de la production d'objets type Temu, tu sais les petites babioles là qui ne servent à rien et qu'on te vend sur ton téléphone à longueur de journée, ou AliExpress. Enfin voilà, toutes ces choses là, on n'en a pas besoin. On en a l'envie. Ils sont si peu chers parce qu'ils naissent de l'exploitation, enfin parce qu'ils sont issus d'une exploitation qui est celle de travailleurs à l'autre bout de la planète. Une exploitation qui est aussi une exploitation de ressources, de terres agricoles, enfin qui dépasse la simple question du travailleur. Donc je pense que ces deux luttes, elles sont totalement liées. Et c'est pas parce que on arrête de consommer, on consomme différemment ici, on est plus exigeant sur nos normes de consommation, qu'on appauvrit le travailleur à l'autre bout de la planète dont le travail n'a déjà pas de valeur. Quand on voit que le salaire moyen au Bangladesh d'une ouvrière de la confection, c'est 83 euros, je crois. C'est leur revendication, 83 euros. Ça n'a aucun rapport avec le jean Hugo Boss à 150 euros qu'on trouve, enfin voilà, qui est issu de leur travail. Ça n'a absolument aucun rapport. En fait, il faut que nous ayons une conscience, il faut qu'il y ait une prise de conscience du coût social de ce qu'on consomme. Et ce qui a un rapport, c'est que pouvoir exploiter quelqu'un à l'autre bout de la planète pour moins de 100 $ par mois,
détruit ici de l'emploi, il crée une situation de domination, crée de la misère, crée du chômage. Enfin voilà, c'est ça qui a un rapport l'un avec l'autre. Mais il est tout à fait imaginable de pouvoir, à l'échelle de la planète, tous s'habiller correctement, se nourrir correctement. On le sait sur la question alimentaire. On sait que l'exploitation d'un ouvrier du cacao ou du café n'a pas de rapport avec le coût du produit et de la matière première et le prix de vente ici, et qui pourrait être payé tout à fait correctement, et nous avoir la même consommation de café. Enfin, je le dis comme ça de manière très simpliste, mais je pense qu'il n'y a pas de... il est faux de penser que l'augmentation du niveau de vie en Europe est née de la délocalisation et de la manière dont le capitalisme a organisé sa production. On ne se nourrit pas simplement de l'exploitation de travailleurs ailleurs. Cette exploitation, elle sert des intérêts qui sont des intérêts financiers, elle sert une logique qui est la logique du capital, mais à nous ici, travailleurs et consommateurs, elle ne nous est pas utile et elle ne nous apporte pas grand-chose. Elle nous rend dépendants, par contre, d'un système qui détruit la planète. Donc, trouver les moyens pour relocaliser les productions, pour favoriser des échanges qui sont à égalité, qui ne sont pas issus de ce que tu rappelais, c'est-à-dire d'une logique aussi impérialiste. Ça suppose un nouveau logiciel. Et l'Europe, c'en est le bon exemple. C'est-à-dire que on peut, sur un espace comme celui-ci, on n'a pas d'harmonisation sociale, mais on a quand même des choses qui commencent à se ressembler en termes de niveau de vie, en termes de capacité à acquérir des biens et des services, sans qu'on puisse juger que, vous voyez, l'exploitation du travailleur français ou du travailleur portugais, elle est souvent par les mêmes patrons. Enfin, y a pas, moi, je crois qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, si ce n'est qu'il faut toujours les lier, parce que sinon, on rentre dans une logique où c'est ce que disait un peu Emmanuel tout à l'heure, sur la pression qu'on nous met en disant vous avez de la chance d'avoir du boulot, vous avez de la chance d'avoir tel niveau de vie. Le risque, le dumping, il peut être importé, y compris sur les normes. Et moi, je pense que c'est très important de reparler des normes, notamment des normes sociales, du CDI, du salaire. Le danger aussi aujourd'hui, il est sur le fait que on veut casser tout un tas de régulations qui sont des protections pour les salariés français. Quand on parlait tout à l'heure de la difficulté aussi à s'engager, c'est que des travailleurs d'Amazon, quand la distribution d'Amazon se fait par... je parle pas des plateformes, mais je parle de ceux qui sont dans les camions, se font par des gens qui sont payés à la tâche et pas avec des CDI ou des contrats classiques. Ils sont beaucoup plus difficiles à mobiliser parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Et donc sur toutes ces grandes là-dessus, on peut se battre, par exemple, sur l'harmonisation. Alors nous, on est un peu le modèle haut, mais sur le fait que tout le monde fasse reconnaître le travail des travailleurs de plateforme comme étant un salaire et un emploi comme un autre. Je pense que les Américains, par exemple, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Donc voilà, je pense que pour moi, ça ouvre plus de perspectives que ça enferme. Emmanuel, avant de te laisser réagir, je vais me faire encore une fois le porte-voix du chat. Il y a Soupe au poivre qui nous dit que la question de la surproductivité mondiale et de la juste répartition des moyens de production et des richesses doit être abordée comme une émancipation internationale et pas seulement au niveau de notre propre rapport à notre confort personnel dans notre travail et nos vies. Chaque avancée progressiste se doit d'être une victoire sociale et écologique. Je te laisse réagir un petit peu à tout ça, Emmanuel. Alors déjà, il y a deux choses. Hein. Il faut savoir que quand même, par exemple, là en ce moment en Europe, on est en train de se battre pour obtenir un SMIC européen. Pourquoi je parle de ça ?
C'est que quand vous faites un petit peu de réunions internationales, et au niveau syndical, ça arrive, hein, que ce soit à l'OIT, que ce soit à la CES, etc., surtout l'OIT d'ailleurs, vous vous rendez compte à quel point notre système à nous social, et même notre code du travail, nous on passe notre temps à le critiquer et on a raison, est envié dans les autres pays. Vous avez des pays où le code du travail, ça n'existe pas. La représentation syndicale, la défense des droits des salariés, enfin bon, on parle du Bangladesh et je pense qu'Adrien pourrait nous en parler. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de notion même de combat, à part parce qu'on risque sa vie en fait. Donc tout ça pour dire que tout ce qu'on a acquis, ce qu'on appelle nous les conquis sociaux, sont émancipateurs et sont surtout un but pour les autres pays. Quand on va, je répète, sur des réunions internationales et que quand on voit l'indigence de la régulation sociale dans d'autres pays, et ben, du coup, on se tait, je vais vous dire, hein, quand on est à la CGT. Et quand on voit les choses que vous avez de la chance, vous avez ceci, vous avez cela, on se dit, ben, pourtant, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose. OK. Donc, en fait, tout ça, ça sert. C'est même indispensable. Et là, pour le coup, je parle de la CGT parce que c'est mon syndicat. On représente encore au niveau international un syndicat justement qui est à la pointe, ou qui a été à la pointe et qui l'est encore, de la transformation, de l'émancipation pour tout le monde. Donc en fait, si demain on gagne ici la réduction du temps de travail, ce sera regardé pour un pays qui, à l'autre bout de la planète, pourra avoir envie de l'installer, parce qu'il y aura eu un précédent. Donc en fait, notre rôle, il est capital, et on ne parle pas assez d'ailleurs de l'importance de l'histoire sociale de notre pays, combien ça a pu influencer les pays à travers le monde. Donc c'est hyper important. Après, pour revenir à ce que disait Adrien, ou ce que toi tu demandais aussi, est-ce que le fait de s'occuper, nous, de notre temps libre un petit peu comme des privilégiés, ben, effectivement, est-ce que ce n'est pas au détriment des travailleurs de l'autre bout de la planète? Bien évidemment que non, même si dans les faits, on va dire, déjà, je répète, on arrive au bout d'un système qui est un système capitaliste, d'un système colonialiste, d'un système impérialiste, qui, depuis maintenant, déjà impérialiste, on le savait, mais même depuis la décolonisation, a appauvri tous ces pays, a détruit l'agriculture, a détruit les productions locales, au bénéfice d'une production pour nous. Donc déjà, ces pays, ça creusait des inégalités. Chez nous, il y a des inégalités, mais chez eux, c'est encore pire. Et pour autant, on va vous dire, mais oui, mais regardez, en attendant, si demain, on arrête de faire dans le textile des habits au Bangladesh, ils vont être dans une pauvreté crasse. Non, c'est pas vrai. Il y a une immense inégalité au Bangladesh, mais il y a des très riches. Comme le Cambodge, par exemple, que moi je connais un peu plus, vous avez une richesse incroyable, et puis en dessous, une pauvreté, une indigence incroyable. Donc en fait, ça n'a pas amélioré le niveau de vie, contrairement à ce que, aussi, c'est une musique qu'on entend. Ça a amélioré le niveau de vie de certains, mais ça a creusé aussi des inégalités, déjà, parce que par notre propre prédation. Donc effectivement, si demain, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, si demain on devait arrêter dans ces pays de faire du textile, des t-shirts pour nous, oui, il y aurait une perte de pouvoir d'achat terrible, et certainement, on ne peut pas le nier. Mais en même temps, de continuer dans ce modèle-là les appauvrit encore plus. Et alors après, quand on vous rajoute, oui, mais regardez, non seulement le niveau de vie moyen dans la planète a évolué, bah oui, si vous avez un niveau de vie supérieur qui est bien au-dessus, bah ça augmente la moyenneté du niveau de vie. Mais en plus, regardez, voilà, on amène aussi une civilisation émancipatrice avec nos valeurs, etc., etc. Dans les pays où il y a eu des interventions, et là pour le coup on parlait de guerre tout à l'heure, mais regardez l'Afghanistan, regardez les pays où il y a eu des guerres, le retour en arrière, même au niveau civil, au niveau de la société, il est terrible, C'est un retour aujourd'hui, voilà, on a les talibans en Afghanistan, c'est le résultat de toutes ces guerres-là, de soi-disant quand on a essayé d'amener une civilisation et peut-être un système économique. Alors oui, un système économique qui a peut-être développé Kaboul, mais qui a laissé pauvreté crasse dans toute la campagne. Donc en fait,
Non, non, bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter en culpabilisant, en disant je vais appauvrir un pays sur la planète, parce que c'est faux, en fait. Vraiment, je le crois sincèrement, parce que le système capitaliste, de toute façon, crée ça. Et de toute façon, il faudra, au bout d'un moment, arriver à sortir de ce système prédateur, quoi. Dans la construction du prix de l'habillement, le salaire de l'ouvrier représente moins de 2% du prix de vente. Et les coûts de production, moins de 10%. Ça veut dire que c'est tout un autre système qui est nourri par le prix qu'on paye. C'est pas... on pourrait payer les gens 10 fois plus, ça ne représenterait que 20% du prix de vente. Vous imaginez le rapport, il est... et si on voulait payer les gens comme en France, c'est-à-dire, mettons au SMIC, sur un salaire de 90$, vous faites x20 ou x25, on ne serait encore même pas à 50% du prix de vente. Oui, c'est assez éclairant sur la plus-value qui est faite par les capitalistes sur le dos des travailleurs et des travailleuses. L'idée, c'est de produire autre chose et de ne pas produire pour nous des t-shirts et des machins. C'est ça. Mais c'est d'ailleurs ma question, en fait. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. En gros, je faisais allusion à un argument des libéraux qui pourrait dire que... oui, en fait, si on peut réduire notre temps de travail en France, par contre, on va continuer de produire plus, on va continuer de produire n'importe quoi, et si c'est pas les Français qui le produisent, on va le faire produire ailleurs. Donc vous avez complètement démonté cet argument, mais c'était pour expliciter un peu ce que je voulais dire. Et on a un commentaire d'Hugo encore dans le chat qui nous dit: la position dominante de la France offre quand même quelques privilèges. Je pense que c'est en réaction avec la discussion juste avant. L'accès au crédit et donc à la propriété de son logement, par exemple. Alors, moi, je sais pas, peut-être qu'Adrien, tu veux répondre. Parce qu'en gros, il me semble que ça fait réponse à ce que tu disais, Adrien, tout à l'heure, sur en gros, on a... c'est pas par l'exploitation des pays du Sud que on a pu se développer en France et gagner des privilèges et gagner des conquis sociaux, etc., etc., et que finalement l'exploitation des pays du Sud n'a rien apporté de bon au final en France. C'est pas que ça n'a rien apporté de bon, c'est que moi, je viens d'une région ouvrière. Je suis issu de Moselle, où il y avait la sidérurgie jusque dans les années 80, la délocalisation de la sidérurgie en Inde, par exemple, puisque c'est beaucoup en Inde où il y a les grandes fonderies. Ça a peut-être fait baisser les coûts de production, mais ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé sur la capacité à produire, à avoir des rails, vous voyez, sur ce qu'on produit en tant que tel. Ça a tiré les marges vers le bas, ça a jeté tout un tas de gens dans la précarité en cassant des lieux de travail. Mais au bout du compte, sur la production, ça n'a pas changé grand-chose. La délocalisation, elle sert les intérêts du capital sans que c'est à voir avec votre mode de vie. C'est pas parce que le fer est produit en Inde que vos rails de votre train va faire monter le coût du billet de train. La logique derrière, elle est... Ouais, c'est deux choses différentes. Je pense que c'est plus une question de... en fait, comment dire, on a quand même bénéficié du fait que les travaux les plus pénibles ont été délocalisés, en gros. Et d'ailleurs, que ça nous a aussi permis de travailler moins longtemps, en vrai, parce que dans un système économique où, de toute manière, le capitalisme, il veut toujours produire plus. Parce que si on réfléchit autrement et qu'on veut produire moins, autrement, etc., bien sûr, la question de la diminution du temps de travail, elle se pose, mais avec force et nécessité. Mais dans le cadre du productivisme capitaliste, conquérir de nouveaux droits sociaux, ça a aussi été accompagné de la délocalisation et de l'exploitation aggravée dans d'autres parties du monde. Et c'est en fait pour ça, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ces deux revendications internationalistes et de lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses en France et en Europe sont étroitement liées, parce que si on ne les lie pas,
En fait, c'est une victoire des libéraux et au final, l'exploitation de travailleurs hors de France, et y compris, je pense que ça fait y compris le lit de l'extrême droite qui se satisfait beaucoup que au final on puisse que en gros les ouvriers français puissent bénéficier de l'exploitation d'autres ouvriers qui ont moins de droits, qui ont un salaire plus bas, etc. Et que c'est aussi un creuset du vote pour l'extrême droite, en gros de dire nous on veut conserver notre place bien confortable dans la division internationale du travail, du moment que c'est les autres qui en payent le prix et que nous on garde notre petit confort, bien sûr avec tout son lot de pauvreté et d'inégalité, etc., etc. Mais voilà, on en a quand même un peu bénéficié collectivement, et c'est collectivement qu'il faut essayer de casser ça. Mais là où... alors c'est bien de faire le passage par l'extrême droite, parce qu'effectivement, l'extrême droite parle souvent des perdants de la mondialisation. Et l'un des thèmes de l'extrême droite, c'est de montrer que la France est perdante dans la mondialisation. Enfin, c'est quand même ça qui est... ils vont vers des termes de démondialisation, l'idée que il faut retrouver de la souveraineté. Aujourd'hui, il est quand même centré là-dessus, le corpus idéologique de l'extrême droite. Les entreprises, elles sont pas parties, elles n'ont pas délocalisé parce qu'il y avait trop de normes sociales chez nous. Elles ont délocalisé pour faire du profit, et on leur a permis de le faire avec tout un tas de mécaniques et de mécanismes, notamment la fin des barrières douanières, l'idée qu'on peut produire n'importe quoi dans n'importe quelles conditions de travail à l'autre bout de la planète et pas en payer le prix et le coût ici. Et ça, c'est des choses contre lesquelles on peut agir. C'est-à-dire qu'on peut dire non, un produit qui est... c'est bientôt Noël, mais il y a tout un tas de campagnes tous les ans sur le fait de ne pas avoir des produits à Noël qui sont issus du travail des enfants ou de minorités exploitées. Je pense aux Ouïghours. C'est des barrières qu'on peut mettre. On peut dire on n'a pas le droit d'importer ça parce que ça ne répond pas aux normes et à nos valeurs, comme on le fait sur des questions environnementales. Ça, c'est un choix politique de ne pas le faire. Et je pense que c'est important de dire que ce n'est pas les conquêtes qui ont fait les délocalisations, et bien l'appétit du capital pour augmenter les taux de profit. C'est pour ça que je pense qu'il y a un petit décalage. Dans les années 80, on a fermé la sidérurgie, pas parce que on a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de métal, mais c'est parce que c'était pas assez rentable. Tout montrait et tout concourait à dire que ça pouvait continuer à fonctionner, on pouvait continuer à produire ici pour un coût. Le coût, il ne s'est pas envolé entre 1970 et 1980. Le coût du travail, il est resté le même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un récit qui dit qu'on a délocalisé pour nourrir finalement nos conquêtes. Non, on a délocalisé pour nourrir le capital, pas pour nourrir nos conquêtes. Emmanuel, d'autant plus vrai. Oui, c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, je ne sais pas si ça se dit encore, mais à chaque fois que le gouvernement, par exemple, veut baisser les cotisations patronales, et quand l'opposition dit non, il faut au contraire les augmenter pour qu'on puisse avoir des retraites, etc. À chaque fois, l'argument, c'est de dire mais arrêtez de dire ça parce que si vous dites ça, les patrons vont partir. Mais en fait, ils étaient déjà. En fait, effectivement, ce que tu dis, Adrien, est très juste, c'est que ça, on nous a tenu ce discours-là depuis les années 80. Mais si les patrons partaient, pour ceux qui partaient, c'était déjà dans leur tête, en fait. Et effectivement, ce n'était pas la peine de baisser les cotisations patronales parce qu'ils étaient déjà en train de partir. Parce qu'effectivement, le profit qu'ils pouvaient faire là-bas, ça dépassait bien plus. Ils n'avaient aucune raison de rester là parce que le profit était trop énorme à l'extérieur. Donc, en fait, c'est pas la régulation, c'est pas les conquêtes sociales qui ont fait que, soi-disant, qu'ils ont délocalisé. Après, je voulais revenir juste sur la phrase. Effectivement, c'est intéressant parce que ce que dit Hugo sur mais la France offre des privilèges, l'accès au crédit et donc à la propriété de son logement. Mais ça, c'est intéressant. Mais en même temps, est-ce que c'est l'idéal auquel on doit vraiment aspirer? D'abord, acheter son logement par crédit, c'est le payer plus cher, il faut quand même le savoir, parce que le crédit, du coup, ça nourrit encore plus le capitalisme. Mais que quand on prend crédit, c'est parce que justement, on n'est pas assez riche et que donc on est en tant que pauvre obligé de payer plus cher un logement.
Et est-ce que le fait d'être propriétaire de son logement, c'est l'alpha et l'oméga de ce à quoi on devrait tous et toutes aspirer, d'autant que ça aussi, c'est un système qui arrive à bout de souffle, puisque ça devient de plus en plus cher d'avoir un logement, que c'est polluant, excessivement polluant. On a bâti et surbâti des quartiers résidentiels à l'orée des villes parce que les gens avaient envie d'avoir une maison et un jardin. Je peux le comprendre, hein, mais en même temps, pourquoi en avoir forcément la propriété, je ne sais pas. Et au final, du coup, on a éloigné les lieux de travail des lieux de logement. Donc aujourd'hui, les gens sont obligés de faire 1 heure, 1 heure et demie de voiture pour aller travailler. Donc ça augmente la pollution. Enfin, ceci, cela. En fait, tout ça, c'est aussi cette histoire de propriétaire de son logement, propriétaire de sa voiture. C'est vraiment le système économique des années 60, 70, 80, des fameuses 30 glorieuses. Un système productiviste qui nous a quand même amené là où on en est. Donc moi, je suis très, très méfiante sur ces histoires de crédit et de possibilités surtout dans le modèle économique qu'on doit bâtir maintenant, qui doit être différent et sortir de ces schémas, à mon avis, vraiment dépassés, enfin en tout cas qui sont polluants. On le voit par exemple, quand j'entends aujourd'hui que pour sortir, pour faire une meilleure transition écologique, ce serait de refaire absolument tout le parc routier en remettant des voitures. Donc, on ne va pas arrêter de rouler, hein. L'idée, c'est pas ça, c'est de les mettre toutes électriques. Mais de continuer dans cette logique de la voiture individuelle, des routes. En fait, il n'y a pas une volonté de changer de modèle. Et je pense que vraiment, il faut penser autrement, et même aussi notre rapport au logement et à la propriété. Bah, en fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est des progrès qui ont été, comment dire, enfin, comme tu dis, ils sont contradictoires, ces progrès sociaux. Et c'est des progrès sociaux, l'accès à la propriété, l'accès à un véhicule particulier, etc., qui ont été, dans le cadre des contradictions du capitalisme, et pour les personnes qui ont eu accès, des vrais progrès, quoi, enfin des gains pour leur vie personnelle, mais qui, vu la dynamique du capitalisme et du monde, et des limites du monde, des limites des ressources, etc., on voit bien que au final, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue de soutenabilité générale, ou même de la manière dont on veut organiser de manière internationale la production en fonction des besoins réels de l'humanité, c'est plus tenable, quoi. Je pense qu'il y a un peu ce truc-là que d'un côté, ça a été des vrais... Parce que je pense que si on va voir des gens qui ont eu accès à la propriété et qu'on leur dit non, mais tu comprends, en vrai, t'en avais pas besoin et tout. Genre, enfin, je pense que ces personnes-là vont nous regarder de manière un peu genre, quand même, enfin. Et d'un autre côté, on peut dire quand même, on peut effectivement remettre en question le besoin réel qu'il y a derrière ça, et remettre en question y compris une manière de faire société, quoi, de manière très privée, chacun avec son petit lopin, son petit jardin, etc. Et voilà. Donc je pense que c'est pas... que ça a été une dynamique de progrès, et que maintenant, on voit qu'en fait, elle reposait sur des contradictions trop profondes, et qu'il faut trouver d'autres voies de progrès collectif, quoi. Que ça a été un progrès, c'est une chose. Progrès social, je ne crois pas. Et même si une personne qui dit mais oui, mais moi j'aimerais bien être propriétaire de ma maison où je l'ai été, et voit ça comme un... Non, c'était un progrès dans le sens où socialement, ça permettait de se poser, en fait. Mais c'est toujours dans le logiciel capitaliste. Parce que un progrès social, pour moi, c'est la retraite. C'est, voilà, je ne suis pas en train de faire un cours de morale, hein, mais c'est la retraite, c'est des salaires, c'est ça les acquis sociaux qui te permettent de vivre. Mais le fait d'avoir pu acheter son logement à crédit n'a fait qu'enrichir le capitalisme. Même pas le propriétaire, parce qu'après, quand tu étais propriétaire, si tu devais perdre d'abord, tu devais travailler pour payer ton crédit, et tu le fais encore d'ailleurs, donc ça t'aliénait sur ton travail, et après, si les salaires ne suivent pas, parce qu'après, il faut entretenir une maison, il faut entretenir donc en fait, c'est un progrès parce qu'on nous a mis en tête que d'être propriétaire de sa maison, c'était moins dangereux que d'être locataire, parce que ton propriétaire peut te virer. Mais en réalité, on aurait pu on peut penser une société autrement sur une propriété collective de là où les gens doivent vivre. Donc ce progrès individuel, mais tu l'as dit, hein, mais je pense quand même qu'il faut le dire. Le mot progrès, pour moi, il me convient pas.
C'était une volonté du capitalisme de nous dire que ça, c'est un progrès, d'individualiser nos besoins, nos désirs. Et le problème, c'est que c'est bien pour ça, c'est un problème aujourd'hui, la société dans laquelle on est très individualiste, elle vient de là aussi. Hein, elle vient. C'est d'ailleurs le modèle américain, hein, la maison individuelle et la voiture individuelle. Donc c'est loin d'être un modèle progressiste pour moi. T'en penses quoi, Adrien? Bah, moi, je pense que la question, elle est moins de la propriété privée, de son logement, qui me semble être une chose qui peut être une aspiration, que celle du marché immobilier et le fait que l'immobilier devient un bien et une valeur qui s'échangent, qui est l'objet d'un profit. On peut très bien penser une propriété qui est une propriété d'usage, qui soit détachée de la question économique. En fait, la France, en plus, est dans une situation très particulière d'avoir. C'est un pays de propriétaires, contrairement à d'autres pays où il y a beaucoup plus de locataires et il y a beaucoup plus grande concentration de biens dans certaines mains. Et donc, il faut, sur cette question de logique de propriété, moi, je suis toujours attentif à l'idée que, effectivement, il y a une aspiration de pouvoir être chez soi et que ça nous appartienne au sens où c'est à soi et on en jouit de la manière dont on souhaite. Et ça doit être détaché de la question de la vente, de la manière dont on peut faire du profit, dont on peut tirer un bénéfice toutes ces pubs qu'on voit sur YouTube pour devenir millionnaire en achetant 4 gourbilles pour les louer. Voilà, je pense que ces choses-là, il faut les détacher. Et par contre, effectivement, on sert là derrière est servie toute une économie il y a toute une économie qui vit sur la question de tous devenir propriétaires, des banques aux agences immobilières. Enfin, tout ça nourrit un système qui est lui un système capitaliste. C'est pas qu'il est dangereux, hein, mais c'est qu'il ne sert pas l'intérêt général, mais des intérêts particuliers. C'est complètement différent d'être propriétaire de son lieu d'habitation, c'est-à-dire d'être chez soi. Et bon, on va peut-être avancer vers la fin de cette discussion, mais j'avais juste un dernier truc à dire là-dessus. Et vous pouvez rebondir encore si vous le souhaitez, hein, mais bon, voilà, en tout cas pour vous dire que j'ai conscience qu'il commence à se faire un peu tard et qu'il va falloir, notamment si tu es encore au bureau, Emmanuel, que tu puisses rentrer chez toi. Mais ouais, à ce niveau-là, je pense qu'aussi la propriété collective a énormément... Enfin, comment dire, y compris d'un point de vue de civilité, je pense que les propriétés privées, même de son logement et tout, et y compris, enfin, genre, je dis ça, moi, personnellement, si j'y pense là comme ça, genre, j'aimerais bien avoir, genre, mon propre logement un jour, quoi, genre, que je puisse acheter, mais si j'y réfléchis, je me dis quand même que, y compris les problèmes qu'on peut avoir de manque de civisme et dans le sens où de soins de l'espace collectif, de la rue, des déchets, enfin, tout ça, je pense que ça provient aussi peut-être du fait qu'on jouit de notre bien privé tel qu'on l'entend, mais que du coup, il n'y a pas une conscience collective de la manière dont l'habitat, le lieu de vie, et même plus généralement, du coup, au-delà de là où on habite, mais genre son environnement, tout ça s'organise collectivement. Et du coup, bah voilà, genre, est-ce qu'on a l'impression d'être propriétaire collectivement, non pas seulement de son logement, mais aussi de son quartier, de son immeuble, de sa rue, des trottoirs où on met pas des déchets partout, des déchets qu'on trie correctement, etc. Et que je pense que du coup, dans notre débat, un peu comment dire, le nœud, je pense que c'est aussi la propriété collective et comment y compris l'habitation, quoi. C'est un enjeu de collectivation. Bon, ça, c'est un débat assez vieux hein, dans le mouvement ouvrier. Évidemment, on est en train un peu de réinventer l'eau chaude. Mais je pense que c'est un débat qui s'actualise, quoi, au fur et à mesure que les nouveaux débats se formulent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tous les débats du milieu ouvrier, comme tu dis, du monde ouvrier ou les anciens débats, aujourd'hui, très curieusement, sont de nouveau d'actualité, mais vraiment. Et le logement, être propriétaire ou pas, ça se pose la question aujourd'hui, puisqu'effectivement, de bâtir, ça pollue. Et en fait, avec la crise climatique, tous ces anciens débats qui sont d'actualité et ressurgissent. Donc moi, ce serait si je devais mettre quelque chose de positif à la fin de cet entretien, ce serait ça.
c'est que malgré tout ce qu'on a mis, enfin, malgré toutes les difficultés, je pense qu'on arrive à une période d'histoire où on va dire que la conscience et peut-être la conscience de classe va revenir un peu, et on arrive au bout d'un système, et qu'il faut espérer qu'on va réussir à faire un système qui soit un peu plus humain et au bénéfice de l'intérêt général et des êtres humains, oui. Tout à fait. C'est ce Adrien, que je est-ce que tu dirais. veux aussi conclure avec un petit mot positif? Est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie d'aborder à la fin de cette conversation? Non, j'ai pas de sujet précis. Oui, je pense qu'effectivement, on est sur. Ce que ça montre, c'est quand même qu'on est sur une bascule et que il y a à la fois de grandes potentialités, et on voit aussi ce qui se passe la nuit dans les rues de certaines villes, et il y a aussi de grands dangers en cours, avec l'extrême droite qui se nourrit des résignations de la gauche, et du fait que on parle pas assez du potentiel transformateur dans la situation. C'est-à-dire on a plein de champs à ouvrir. La réduction du temps de travail, c'en est un. La capacité à être tous plus maîtres de son destin par la démocratie, c'en est un autre. Je pense que c'est de tout ça, de tous ces abaissements, de fait de ne pas porter ces sujets sur le devant de la scène, qui crée cette situation de danger. Et donc c'était important ce soir d'avoir une conversation comme ça, optimiste, parce qu'on en a bien besoin. Oui, tout à fait. Bah, je suis très très contente d'avoir pu discuter de tout ça avec vous. Il y a Hugo qui nous remercie, qui nous dit que c'était vraiment un débat passionnant. Bah, de toute manière, je remercie nos auditeurs qui soient actuellement là dans le chat ou plus tard en rediffusion, en replay. Déjà, avant tout, si vous avez écouté jusqu'au bout, parce que ça fait bientôt 2 heures qu'on discute, donc ça fait un petit moment, ça veut dire que c'est des questions qui vous importent et qui vous intéressent, et je vous invite fortement à continuer de vous informer sur tous ces sujets-là, et de vous investir, vous impliquer dans les luttes, notamment là en particulier sur la lutte, je pense, à laquelle il est important de participer en ce moment, c'est la lutte en solidarité avec le peuple palestinien pour un cessez-le-feu, et voilà, pour une paix durable et juste dans cette région. Et puis nous, de toute manière, on va continuer de s'investir comme on le fait au quotidien, du coup Emmanuel comme syndicaliste, et puis nous à nos révolutions, et même plus largement dans toutes les luttes dans lesquelles on pourra se rencontrer à l'avenir. Je suis super contente d'avoir pu passer cette soirée avec vous, et j'espère pouvoir bientôt vous revoir dans les luttes. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée à soirée. tous, à très bientôt.